La programmation PO est un paradigme de programmation permettant de développer des applications logicielles de manière simple et surtout maintenable dans le temps. Et j'insiste sur ça. Elle repose sur la création de classes et d'objets qui interagissent entre eux. Pour ce faire, elle repose sur 4 piliers que nous allons d'ailleurs expliquer tout de suite. Dans un premier temps, nous retrouvons le principe d'encapsulation qui consiste finalement à masquer les propriétés et les méthodes de vos classes. Pour y accéder, vous devrez alors mettre en place des accesseurs et mutateurs, communément appelés getters et setters. Ils vous permettront de savoir qui aura accès justement à ces propriétés et méthodes et quelles sont les valeurs que l'on pourra y injecter à l'intérieur. Imaginez un logiciel réalisé en PO un petit peu comme une télécommande. Souhaitez-vous réellement donner accès aux composants de la télécommande et aux circuits intégrés de la télécommande aux utilisateurs? La réponse c'est non. Ce que l'on souhaite simplement, c'est donner finalement à nos utilisateurs un accès, des boutons permettant d'allumer la télé, changer de chaîne ou encore modifier le volume. Jamais codé en Java, alors je vous invite à suivre notre cours. Les différents échanges entre les différents composants à l'intérieur de la télécommande ne regardent pas l'utilisateur. Et pour éviter de la casser, on a plutôt intérêt justement à ne pas lui donner accès à l'intérieur de celle-ci. C'est exactement la même chose en programmation orientée objet. Tout ce qui fera partie du détail de l'implémentation du code sera tout simplement masqué à l'utilisateur pour éviter des modifications qui pourraient nuire à son bon fonctionnement. On va donc pour cela se retrouver avec des propriétés et des méthodes de classe plus ou moins accessibles selon leur importance dans le code. On parle alors d'Access Modifiers ou visibilité, plus connue sous le nom des termes Public, Private et Protected que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà. Deuxième pilier de la programmation en Java, le principe d'abstraction. Les classes abstraites en Java sont des classes qui ne peuvent pas être instanciées et elles ont pour caractéristique d'ailleurs de contenir une ou plusieurs méthodes abstraites. Alors qu'est-ce qu'une méthode abstraite? Une méthode abstraite est une méthode tout simplement déclarée qui n'a aucune implémentation. Toutefois, une classe abstraite nécessite des sous-classes qui fournissent des implémentations justement pour ces mêmes méthodes abstraites. Effectivement, les sous-classes qui implémentent la classe mère, dite abstraite, devront alors implémenter et définir la logique dans les méthodes abstraites de la classe mère. L'abstraction est alors très utile lors de la conception de systèmes complexes pour limiter la répétition du code et assurer une certaine cohérence. Cette notion d'abstraction est liée au principe d'héritage qui, en programmation orientée objet, permet de créer facilement des classes similaires à partir d'une classe mère. On parle alors de faire hériter une classe fille d'une classe mère justement. Pour cela, prenons un exemple. Imaginons une classe étudiant et professeur. Ces deux classes, bien que représentant des entités différentes, possèdent tout de même des caractéristiques communes, comme le fait d'avoir un prénom, un nom, un âge ou encore un sexe. Ces objets pourraient même avoir des actions communes, comme le fait d'aller à l'école tous les jours. Pour éviter la répétition de ces propriétés et méthodes, on va donc pouvoir créer une classe mère appelée humain, regroupant tout simplement les caractéristiques et actions communes entre la classe étudiant et professeur. Les classes filles vont donc avoir les attributs et méthodes de la classe mère, mais pourront également avoir des attributs et des méthodes spécifiques pour chaque classe fille. L'étudiant pourra par exemple avoir une liste de devoirs à effectuer et le professeur une liste de notes à rendre par exemple. L'étudiant pourra d'ailleurs effectuer un examen et le professeur pourra corriger les examens. Ces actions étant spécifiques à chaque classe, elles pourront donc être définies respectivement dans chacune d'entre elles. Mais que se passe-t-il si notre étudiant et notre professeur avaient une action en commun mais qui se caractérisent finalement de manière assez différente? C'est là qu'entre en jeu le principe de polymorphisme. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme un petit peu strange? Le polymorphisme en Java, c'est tout simplement le fait de redéfinir une ou des méthodes héritées d'une classe mère, on parle alors d'overriding,
mais c'est aussi le fait de définir plusieurs fois la même méthode avec des arguments différents. On parle alors d'overloading. Mais alors pourquoi faire ça? Eh bien pour qu'une méthode d'une classe fille héritée d'une classe mère n'ait pas tout à fait le même comportement, on utilisera cette technique. On a pour cela donc qu'à redéfinir la méthode dans la classe fille, et c'est plutôt pratique, faut l'avouer. Mais alors, c'est quoi une interface? Ou le principe de finalisation? Ou encore le couplage de classes qui fait si peur? Eh bien, pas de panique, dans notre cours, tout vous sera expliqué, pas à pas, alors rejoignez-nous. Et accrochez-vous surtout. Le premier élément clé lorsque l'on fait de la programmation orientée objet en PHP, c'est la notion de classe. Alors à quoi vont servir les classes? Les classes vont nous permettre de créer des objets custom. En fait, grâce aux classes, on va pouvoir créer des objets avec notre propre type en PHP. En PHP, on a des types prédéfinis comme les strings, comme les integers ou comme d'autres types d'objets. Mais les classes vont nous permettre de créer des objets avec notre propre type. On appelle ça des custom types. Imaginons par exemple que je voulais créer des animaux. Là, j'ai pas de classe animale en PHP. Donc je vais pouvoir le faire avec la classe animale que je vais créer moi-même. Donc pour cela, on va ouvrir PHP. Évidemment, je vais venir ici et je vais créer ma classe avec le mot-clé classe animal. Alors dans une classe, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dans une classe, on va retrouver plusieurs éléments. Déjà, on va retrouver ce que l'on appelle des propriétés ou des champs ou des fields. D'accord? Vous entendrez parler toujours de fields, de champs en français, ou de propriétés. C'est un petit peu la même chose, même d'attributs d'ailleurs. Attributs de classe, ce sont les termes qui reviennent souvent. Donc par exemple, pour mon animal, j'aurai un nom, et j'aurai également, par exemple, je sais pas moi, une race. D'accord? On va mettre un type. Dans un constructeur, je vais également avoir ce que l'on appelle, dans une classe, j'ai fait un petit lapsus, on va avoir ce que l'on appelle également une méthode magique qu'on appelle le constructeur, que je vais expliquer dans un instant. En fait, le constructeur, son rôle, ça va être d'initialiser des valeurs pour nos propriétés, lorsque je vais créer des animaux, évidemment. Donc ici, je vais devoir tout simplement... Alors moi, je vais rester en anglais comme ça, on va éviter le franglais, c'est ma spécialité, ça. Il va nous permettre d'initialiser en fait des valeurs pour le name et pour le type. Donc on verra ça un petit peu après. Et ensuite, dans une classe, je vais avoir ce que l'on appelle également des fonctions. Et comme elles sont dans une classe, on appelle ça des méthodes. Par exemple, je pourrais avoir une méthode qui me permet de récupérer, je sais pas moi, qui permet de faire manger par exemple notre animal. Donc je vais appeler hop une méthode eat, et ici je vais mettre un petit écho qui dit I am eating food. Voilà. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre en place une classe? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Ça va nous permettre en fait de créer des objets. Imaginez que je voulais créer par exemple un chat. Je vais pouvoir créer un objet à partir de l'instance de cette classe. Vous voyez un peu la classe comme un moule. Imaginez que je voulais faire un gâteau. Je vais pouvoir faire un gâteau à partir du moule de cette classe. Donc ce que je vais faire pour créer un chat c'est un animal, on dit qu'on crée un objet à partir de l'instance de la classe. Avec le mot-clé new, je vais faire un nouvel animal, comme ceci. Et le constructeur que j'ai mis en place juste ici va nous permettre d'initialiser des valeurs dans notre objet chat pour le name et pour le type. Je vais donc passer à mon constructeur en paramètre, puisque le constructeur, c'est une méthode. Je vais lui passer un nom. Alors moi, le nom, je vais mettre, je sais pas moi, Félix. Et ici, je vais mettre cat. Vous allez me dire, comment est-ce que ça se fait que le constructeur a été appelé alors que je n'ai pas appelé la méthode construct ici? C'est parce que le constructeur est une méthode prédéfinie en PHP qui est appelée lorsqu'un objet est créé à partir d'une classe. À partir du moment où j'ai ici fait new animal, le constructeur a été appelé automatiquement. Pour mettre en place notre constructeur, vous l'aurez compris, déjà il faut le rendre public. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion de public et à quoi elle correspond. Mais l'idée ici, encore une fois, c'est lorsque je vais instancier ma classe pour créer mon objet, j'ai besoin d'initialiser Félix et Cat pour mes attributs name et type. Et c'est le rôle du constructeur. Ici, je récupère en paramètre name et type qui a été envoyé ici. Et comment est-ce que j'y fais pour initialiser les valeurs des attributs qui sont juste là? Je vais faire $this. Et là, vous voyez qu'on peut récupérer name, et je vais dire que c'est égal à $name. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce this? This, c'est un opérateur qui fait tout simplement référence à l'objet dans lequel vous êtes. Là, je suis dans l'objet chat, et dans l'objet chat, j'ai envie de récupérer les propriétés name et type,
et leur donner la valeur de ces variables d'entrée, de ces arguments, de leur name et de leur type. Donc là, ce que l'on a fait, pour résumer, c'est que l'on a créé notre première classe, qui est une sorte de modèle, dans laquelle je vais retrouver eh bien, des caractéristiques et des actions. L'avantage ici, c'est que maintenant, tous les animaux que je vais créer eh bien, posséderont à l'intérieur de leur objet un nom, un type, et même une action, qui ici est l'action de manger, que l'on appelle en français une méthode. D'accord? D'ailleurs, vous allez voir que si je fais $chat et que je fais flèche, la flèche va nous permettre d'avoir accès aux éléments à l'intérieur de l'objet. En JavaScript, ça aurait été un point. Et bien vous allez voir que si je fais flèche et que je fais CTRL espace, j'ai ici accès à la méthode it, à l'attribut name et même à l'attribut type. Ce qui veut dire que si j'appelle la méthode it, eh bien mon chat va manger et je vais avoir un écho qui va s'afficher à l'écran. Attention, il s'agit d'une fonction dans une classe, une méthode. Donc si je veux l'appeler, je mets des parenthèses. En revanche, si je souhaite faire un écho par exemple du nom de mon chat, eh bien ici je vais faire écho $chat flèche name. Alors on va mettre un petit BR à la suite pour pas que tout soit sur la même ligne. Et on devrait avoir ces éléments qui s'affichent à l'écran. On va tester. Je vais venir ici, je recharge, on va aller dans le dossier les classes, et regardez ce que j'ai. Alors le BR n'a pas fonctionné, I'm eating food, et j'ai le prénom Félix. Alors le BR il n'a pas fonctionné, pourtant il aurait dû fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le mettre ici le BR, ouais. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est nickel. Donc je vois bien qu'ici j'ai pu appeler ma méthode it, et ici j'ai pu récupérer la valeur de mon attribut name, de mon champ name, de ma propriété name. Et là, le gros avantage, c'est que si maintenant je veux créer un chien, eh bien, je pourrais le faire de manière très simple, en faisant tout simplement une variable dog, comme ceci. Ici, je pourrais peut-être lui passer, je sais pas moi, allez, j'en sais rien, j'ai pas de nom de chien, aidez-moi un petit peu. On va l'appeler Tom, j'en sais rien. Et ici, on va mettre dog. Donc là, maintenant, j'ai pu créer un nouvel objet, un nouvel animal, c'est un chien. J'ai pu lui passer une valeur Tom pour son nom. Son type, c'est dog. Et regardez, bah, mon chien, il peut manger maintenant. Et si j'appelle ces méthodes-là, eh bien, vous allez voir que j'ai également un chien qui peut manger et il s'appelle Tom. Donc les classes vont nous permettre de créer des objets à l'infini. Un objet, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'avoir des données à l'intérieur et des actions qu'on appelle méthodes qui vont nous permettre de manipuler les données à l'intérieur. Ici, le rôle du constructeur, encore une fois, c'est un rôle d'initialisateur, si on peut dire. Son objectif, c'est d'initialiser des valeurs pour les propriétés de notre champ, de notre objet, pardon. Les classes sont donc le premier pilier de la programmation orientée objet, à savoir les principes de base qui sont la définition de classe, la création d'objets et l'utilisation des méthodes et des propriétés de ces objets. Ici, on voit que notre classe, finalement, ce sont les différentes caractéristiques autour d'une entité réelle dans la vraie vie, ici un animal, et en créant mes objets à partir de l'instance de cette classe, eh bien, j'ai pu définir les valeurs pour ces propriétés. Et on voit que le gros avantage, c'est que j'ai pas dû répéter en fait les propriétés qu'il y avait à l'intérieur de mes objets, puisque j'ai instancié ma classe, j'ai récupéré automatiquement ce qu'il y avait à l'intérieur, et j'ai pu appeler comme bon me semble la méthode et les propriétés à l'intérieur. Dans cette partie, nous allons voir un autre pilier de la programmation orientée objet en PHP, et d'ailleurs pas qu'en PHP. C'est la notion d'encapsulation. Alors à quoi est-ce que cela correspond? Eh bien dans la vraie vie, que vous soyez en PHP ou en Java, vos attributs seront toujours privés et pas publics. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que l'on fait ça? Eh bien en fait, on décide de rendre privés les attributs pour les protéger et qu'ils ne soient pas accessibles à l'extérieur de notre classe. Ce qui veut dire que là, lorsqu'on essaye de récupérer name, eh bien on va avoir une erreur. Regardez, je vais venir ici, je recharge, et je vois bien ici fatal error, cannot access private property animal. Mais pourquoi est-ce que je rendrais ça privé si du coup je ne peux plus y avoir accès à l'extérieur de ma classe? Eh bien on fait ça pour protéger les données et pour savoir finalement qui peut y avoir accès et surtout qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces propriétés. Et oui, ici vous avez vu, jusqu'à présent je n'ai fait que récupérer la valeur. Mais parfois, récupérer une valeur au milieu d'un code, ça peut être un petit peu dangereux. Alors je vais prendre un petit peu l'exemple d'une télécommande. En programmation, eh bien, ça fonctionne un petit peu comme une télécommande. Une télécommande, on va pouvoir donner accès au bouton on-off, au bouton qui permettent de changer le volume. Mais est-ce que réellement on a envie de donner accès au circuit intégré de la télécommande? Eh bien non.
Eh bien, en programmation orientée-objet, c'est un petit peu la même chose. On a des données un petit peu sensibles et on a envie de les protéger. Donc pour ça, eh bien, on ne va pas donner l'accès direct à la modification ou à l'accès de ces données. Bon, essayons d'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Déjà, si j'avais voulu modifier name et que j'étais resté en public, eh bien pour le faire, j'aurais dû récupérer mon objet de l'archat et j'aurais pu récupérer name et lui affecter une nouvelle valeur, d'accord, avec l'opérateur égal tout simplement. En faisant ça, vous allez voir que mon chat, eh bien, s'appelle maintenant Toto. Le problème, c'est que imaginez qu'ici, je lui passais un chiffre 27. Je recharge et maintenant mon chat s'appelle 27. Et ça, c'est pas très cohérent. Eh bien, c'est pour cela qu'on va pas permettre en fait de modifier directement les choses. On va pas permettre en fait au code et aux utilisateurs, aux développeurs de modifier directement les attributs pour éviter ce genre d'incohérence et pour contrôler finalement ce que l'on met à l'intérieur de nos propriétés. Pour cela, on va devoir donc passer par des méthodes pour avoir accès aux valeurs de nos propriétés et pour pouvoir les modifier. Ces méthodes, on va appeler ça des getters et des setters, ou accesseurs et mutateurs en français. Avant ça, je vais devoir ici encapsuler mes champs pour les protéger. Évidemment, on pourrait également encapsuler notre méthode hit, mais là ce serait un peu plus compliqué puisque si je la rends privée, je ne peux plus faire manger mon animal. Or, ça fait partie des fonctionnalités principales de ma classe, donc j'ai pas envie de ne pas y avoir accès. Au contraire, je vais y avoir accès, donc je vais rester en public. Alors maintenant que l'encapsulation c'est expliqué, voyons comment est-ce que l'on fait pour mettre en place ces fameux getters et setters qui nous permettront d'avoir accès à ces propriétés et à modifier leurs valeurs. Dans cette partie, nous allons donc mettre en place les méthodes qui vont nous permettre d'avoir accès aux valeurs de ces propriétés et surtout de les modifier. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on appelle ça des accesseurs et mutateurs ou getter et setter, plus communément appelés getter et setter en anglais. Bon, moi je dis accesseur et mutateur, c'est mon côté Frenchy, mais vous entendrez surtout parler encore une fois de getter et setter. Alors comment est-ce que je les mets en place? Par convention, on les met tout le temps en place en dessous du constructeur. Et on va devoir créer des fonctions publiques, parce que sinon on ne pourra pas les appeler. Public function. Par convention, on va précéder en fait le nom de la propriété par get, tout simplement, getName, et elle nous retournera bien, la valeur de $this name. L'avantage de passer par une méthode, c'est qu'ici, je peux mettre toutes sortes de logiques et dire, si j'ai les rôles, si j'ai le droit de récupérer cette valeur, alors je renvoie la valeur. Sinon, je renvoie une exception, par exemple. Je vais avoir la même chose, du coup, pour pouvoir modifier la valeur de name. Cette fois-ci, je vais précéder le nom du champ par set, et je vais du coup mettre set name. J'attendrai ici un nom pour pouvoir modifier sa valeur. Et ce que je ferai ici, c'est pas retourner la valeur, mais c'est plutôt la modifier. Donc je vais récupérer la valeur de mon champ, de ma propriété, via l'opérateur de $this, et j'affecterai la nouvelle valeur, un petit peu comme l'a fait mon constructeur, avec l'opérateur égal. Je vais faire la même chose du coup pour le type, getType. Je vais retourner du coup $this type, et ensuite le setter qui va me permettre de modifier sa valeur, setType, qui attendra ici un type. Oups, et je ferai $this setType avec la valeur que j'ai en argument. Donc voilà comment est-ce que l'on fait pour encapsuler nos champs et comment est-ce que l'on fait pour mettre en place les méthodes appelées getter et setter qui nous permettront d'avoir accès à ces valeurs et modifier leurs valeurs. Alors ça ne change pas grand-chose. Si je vais dans Google Chrome, ici je vais toujours avoir des erreurs parce que je tente d'accéder directement à la propriété de $name. Donc pour ne plus avoir d'erreurs, vous allez maintenant passer par ces fameux getter et setter. Ce qui veut dire que si ici je veux récupérer la valeur de name, je vais faire getName. Comme c'est une méthode, j'oublie pas les parenthèses. Si ici je voulais récupérer le type, je ferai getType, tout simplement. Si en revanche je souhaitais modifier la valeur du nom, je récupérerai mon objet et j'appellerai la méthode setName. Et ici je pourrais lui passer Toto par exemple. Alors voyons est-ce que cela fonctionne ou pas. Je recharge la page et c'est nickel, ça fonctionne. Donc l'avantage ici c'est qu'on a pu avoir accès aux valeurs de nos propriétés, sauf qu'on a ajouté un petit peu de sécurité, puisque maintenant il faut passer par des méthodes intermédiaires. Par exemple, au niveau du type, je pourrais faire une condition et dire, si la valeur passée dans la variable de l'artype est bien un texte, je set la valeur, sinon je renvoie une exception. Donc encore une fois, l'encapsulation en PO a un rôle de sécurité, autant au niveau des valeurs que l'on passe, que qui a le droit et où on a le droit de récupérer la valeur de nos propriétés. L'idée, c'est de ne pas avoir accès à ça directement, par n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Pour que cela soit un petit peu plus concret, justement, imaginons que lorsque l'on modifie la valeur de la propriété name, on voulait s'assurer que le nom, déjà ce soit un string et ce soit une chaîne de caractères qui a entre 1 et 15 caractères. Et si ce n'est pas le cas, on renverrait une exception, une erreur que nous on va définir. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ici je pourrais faire une condition
et dire si $name c'est une string, on a une méthode prédéfinie qui s'appelle isString en PHP. Donc si c'est une string, et si la longueur de mon champ, fonction prédéfinie strlen $name, eh bien, est inférieure ou égale à 15 caractères, et que la longueur de mon champ est supérieure ou égale à 1 caractère, alors seulement, eh bien, je setterai la valeur dans ma propriété. Si ce n'est pas le cas, si elle fait plus de 15 caractères ou moins d'un caractère, eh bien, je pourrais renvoyer par exemple une exception qui dira, je sais pas moi, value must be between 1 and 15 characters, ou char. En revanche, si l'argument n'est pas une string, eh bien, je pourrais renvoyer également une exception qui dira value must be of type string. Alors testons un petit peu tout ça. Je vais aller sur mon navigateur, juste ici. Je vais recharger. Et a priori, j'ai pas d'erreur. On va s'amuser à revenir sur le code. Et ici, mettre un nom très très grand. On va mettre n'importe quoi. Je reviens sur le navigateur, je recharge. Et regardez, ici, j'ai bien une exception. Value must be between 1 and 15 char. Donc là, on a bien une exception qui a été lancée. Cette exception, c'est nous qui l'avons définie. Et comme ça, j'ai pas mis n'importe quoi au niveau du nom de mon chat. Tout simplement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'en programmation orientée objet, que ce soit en PHP, en Java ou même en Python, on encapsule nos propriétés pour s'assurer que ce qu'on met à l'intérieur, eh bien, ce ne soit pas n'importe quoi. Et aussi pour s'assurer que la personne qui va récupérer les valeurs a le droit de le faire par exemple. Pareil, si je m'amuse à aller sur mon navigateur et par exemple ici, ne pas lui passer une valeur string mais un chiffre, eh bien, il devrait être pas très content. On y retourne, je recharge. Value must be of type string. Et là, la grosse différence par rapport au code qu'on avait précédemment, c'est qu'on s'est assuré que nos objets aient des valeurs correctes à l'intérieur. Et ça a été possible en encapsulant nos champs et en mettant en place ce que l'on appelle des getters et des setters. Si les explications fournies dans les vidéos précédentes vous ont paru claires, je vous propose un petit exercice pour mettre en pratique les concepts abordés. Alors dans cet exercice, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer tout simplement une station-service et un véhicule. Évidemment, pour ça, on va devoir utiliser les classes qu'on a vues ensemble. Vous allez donc créer un véhicule, lui attribuer un nombre de litres d'essence et afficher le nombre de litres d'essence du véhicule. Vous allez ensuite créer une pompe, une station-service. Vous allez lui attribuer un nombre de litres d'essence, par exemple 800. Vous afficherez le nombre de litres d'essence de la station-service. Puis, la station-service donnera de l'essence en faisant le plein à la voiture 1. Et on considérera que la voiture 1, son plein, c'est 50 litres. Il faudra donc afficher le nombre de litres d'essence pour la voiture 1 après ravitaillement et afficher le nombre de litres d'essence restant pour la station-service. Et il faudra faire en sorte que le véhicule 1, ne puisse pas contenir plus de 50 litres d'essence. Vous êtes prêts? La correction dans la prochaine vidéo. Bon courage! Pour cet exercice, nous allons devoir créer un véhicule. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est créer une classe vehicle, tout simplement. À l'intérieur, je vais avoir un nombre de litres d'essence. Le nombre de litres d'essence qu'elle a actuellement. Donc je vais encapsuler un attribut, vous le savez, par convention on est obligé de le faire. Et je vais mettre ici, je sais pas moi, current capacity. Ouais, ou alors je vais mettre, je sais pas moi, liter. Voilà, comme ça. Et je vais créer un autre attribut, que je vais rendre privé également, que je vais appeler max capacity, qui représentera le nombre de litres maximum que je peux mettre à l'intérieur, tout simplement. Pour créer mon véhicule, je vais devoir l'initialiser avec un constructeur, que je vais rendre évidemment public, _construct. Ici, je lui passerai le nombre de litres que je veux mettre dans mon véhicule, et la capacité maximum. Évidemment, pour initialiser la valeur de mes champs, je passerai par l'opérateur this. Je dirais que le litre dans le véhicule, c'est ce que je récupère en argument. Et la capacité max, pareil, c'est ce que je récupère dans l'argument du constructeur. Vu que mes champs sont privés, je vais avoir besoin de mettre en place des getters et des setters. Pas de problème. Public function, get liters, qui me retournera $this liters. Je vais faire un setter. Pour aller un peu plus vite, je vais copier-coller. Ici, je mettrai 7 litres. Et ici, je dirais que les litres, c'est ce que j'aurais récupéré en argument. Je vais copier-coller tout ça et faire la même chose pour max capacity. Je
je vais venir ici, je vais récupérer ça. Grâce à CTRL-D, je vais modifier les occurrences. On n'oublie pas de mettre le M en majuscule par convention, c'est ce qui est demandé. Ici, du coup, ça va être max capacity, max capacity, max capacity, et on devrait être pas mal. J'ai bien mon getter et mon setter. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir mettre en place ma station de service. Je vais aller un peu plus bas, je vais créer ma classe, je vais l'appeler par exemple Gas Station. Attention, lorsque l'on crée une classe, à bien mettre la première lettre en majuscule. Par convention, c'est comme ça. Ici, je vais avoir un attribut et ce sera mon nombre de litres d'essence dans ma station de service. Évidemment, j'aurai également le constructeur à mettre en place qui attendra donc un nombre de litres d'essence pour ma station de service et qui initialisera une valeur pour ma station de service, pour mon nombre d'essence, comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans cette classe? Déjà, j'aurai un getter pour récupérer le nombre de litres d'essence. Et je ferai return $this, comme ceci. Et j'aurai également un setter qui me permettra de setter la valeur des litres dans ma station de service et qui fera $this liter égale $liters. Alors ma station de service, qu'est-ce qu'elle doit faire également? Elle doit pouvoir mettre le plein à un véhicule. D'accord? Donc moi, je vais créer une méthode qui sera également publique si je veux pouvoir l'appeler en dehors de la classe, que je vais appeler, je sais pas moi, par exemple, fill up vehicle. Pourquoi pas? Alors pour faire le plein dans un véhicule, moi je vais avoir besoin d'un véhicule. Donc ce que je vais attendre dans l'argument ici, c'est un argument de type véhicule. On peut typer en PHP 8 les arguments que l'on reçoit en entrée de nos méthodes. Donc moi ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque je vais vouloir mettre le plein à mon véhicule, ce que je vais attendre en entrée, c'est un objet de type véhicule. Alors qu'est-ce que je vais faire quand je vais vouloir mettre le plein? Déjà il faudra mettre à jour combien de litres il me reste dans ma station. Donc je vais devoir faire $this, 7 liters. Alors combien il va me rester? Il va me rester tout simplement ce que j'ai actuellement, moins ce que j'aurais mis dans le véhicule. Alors pour savoir combien je vais mettre dans le véhicule, je vais devoir récupérer mon véhicule, récupérer sa capacité maximum, et je vais soustraire ce que j'ai actuellement. Donc je vais faire $véhicule get liters. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? On va essayer de mettre ça à la ligne pour expliquer un petit peu le code. Ici j'ai dit quoi? J'ai dit quand je mettrai le plein à mon véhicule, je vais devoir affecter une nouvelle valeur au nombre de litres restants dans ma station. Le nombre de litres restants qui va me rester, ce sera ce que j'ai actuellement, moins ce que j'aurais mis dans mon véhicule. Et pour savoir combien j'ai mis dans mon véhicule, j'ai récupéré sa capacité maximum et j'ai soustrait ça avec combien de litres il avait actuellement, puisque l'objectif c'est de faire le plein. Donc si mon véhicule actuellement avait 30 litres et que sa capacité max c'est 50 litres, je lui aurais mis 20 litres. Donc je ferai 800 moins 20, tout simplement. Ensuite, je vais devoir faire le plein dans mon véhicule. Pour faire le plein, c'est pas très compliqué. Je vais faire $véhicule 7 liters et j'aurai juste à lui préciser la capacité max de mon véhicule si je veux faire le plein. Donc je ferai véhicule / get max capacity. Puisque je sais que si j'ai une capacité max de 50 litres, moi pour faire le plein, le nouveau nombre de litres qu'il y aura dans le véhicule, ce sera 50. Maintenant, si je souhaite afficher les messages qui me disent combien il me reste de litres d'essence dans mon véhicule et dans ma station, je peux m'attaquer au setter finalement. Je pourrais venir au niveau de ma station, ici, et après avoir mis à jour le nombre de litres restants dans ma station, je pourrais faire un écho qui dirait You have now in your gas station X liters. Comment est-ce que je vais faire ça pour remplacer le X? Je vais concaténer avec les points, je vais faire $this et je vais récupérer combien de litres j'ai actuellement. Moi, je viens de les modifier. Donc de toute façon, je devrais avoir la nouvelle valeur maintenant. Je peux récupérer maintenant également ce petit écho. On va mettre un petit BR pour qu'on n'ait pas de souci et que nos phrases ne soient pas collées dans le DOM. Je vais récupérer mon écho et je vais faire la même chose lorsque je set des litres pour mon véhicule. Et ici, je vais mettre Your vehicle has now. Et ici, ce que je vais récupérer, c'est le nombre de litres, tout simplement, puisque j'aurais mis à jour le nombre de litres. Maintenant, testons un petit peu tout ça. Ce que je vais devoir faire, c'est créer une station-service et un premier véhicule. Donc, je vais venir ici, je vais créer mon premier véhicule, je vais faire New Vehicle, je vais lui passer quoi? Un nombre de litres actuel, moi je vais dire que pour l'instant il a 20 litres, et sa capacité max ce sera 50. Ensuite je vais créer une station, je vais dire que ma station, elle a une capacité max de 800. Alors attention, j'ai l'impression qu'on a oublié cet élément-là, on va aller voir. Non, c'est bon, c'est good. Et ensuite ce que je vais faire, je vais récupérer ma station et je vais faire le plein en faisant ici, en appelant la méthode fillUpVehicle. Et je vais lui passer
tout simplement mon véhicule. Alors, est-ce que cela fonctionne tout ça? On va tester et voir si on n'a pas des erreurs. Je vais venir sur Google Chrome, je vais relancer, et il me dit undefined variable $50 à la ligne 24. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va aller voir ça. Donc là, le souci qu'on a, c'est lorsque j'ai récupéré ici liter. Ici, il n'y a pas de $. Et ici, j'ai mis $. Allez savoir pourquoi. Je pense que ça s'est pas bien passé quand j'ai fait des copier-coller. Je vais revenir, je recharge. Et maintenant, il me dit class station not found. Et moi, c'est parce que je l'ai appelé gas station. Voilà pourquoi. Et ici, j'ai fait new station. C'est new gas station. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Je reviens, je recharge. You have now in your gas station 770 liters, 770 liters, and your vehicle has now 50 liters. Ok, super. Alors, est-ce que c'était correct? Est-ce que les calculs sont bons? J'avais 20 litres dans mon véhicule, sa capacité max était 50, donc quand j'ai fait le plein, je lui ai mis 30 litres. Donc dans ma station-service, il restait bien 770 litres. Ici, l'avantage, c'est que je vais pouvoir ici créer par exemple un deuxième véhicule et dire que lui, il a 10 litres. Je vais reprendre ma station-service, refaire le plein, en lui passant mon deuxième véhicule. Là, je lui ai mis 40 litres d'essence, donc normalement, il devrait me rester dans ma station-service 30 litres. Super, ça fonctionne. Alors on pourrait compliquer un petit peu les choses et dire qu'ici, sa capacité max, c'était 80. Donc là, je lui ai mis 70 litres d'essence, il devrait normalement rester 700 litres. Est-ce que ça fonctionne? Yes, c'est parfait. Dans les précédentes vidéos, nous avions mentionné le pilier nommé l'encapsulation en PO en PHP. Eh bien, en PHP, on a ce qu'on appelle des modificateurs d'accès ou access modifiers. Il y en a 3 en PHP. On parle ici de public. On va ouvrir PHP d'abord. On parle de private, qu'on a déjà vu, et de protected. Mais à quoi réellement correspondent ces modificateurs d'accès? Eh bien, voyons ça tout de suite. Pour cela, on va prendre une petite classe qu'on va créer, qu'on va appeler par exemple car. Dedans, je vais mettre 3 propriétés. Une qui sera public, que je vais appeler par exemple color, qui va définir tout simplement la couleur de ma voiture. Je vais en avoir une autre qui va être private ou protected, qui va définir par exemple la marque de ma voiture. Et je vais en avoir une autre qui va être privée, qui va définir par exemple le kilométrage de ma voiture. Je vais avoir un constructeur qui va me permettre d'initialiser des valeurs pour ces propriétés, que je vais appeler comme ça, qui attendra en argument évidemment une couleur, une marque et un kilométrage pour finalement initialiser les valeurs de mes champs. Alors la différence dans ces modificateurs d'accès, elle va résider sur comment est-ce que je peux avoir accès à ces propriétés à l'extérieur de ma classe. Alors pour cela, je vous propose de mettre en place les getters et les setters pour ces 3 propriétés. Alors moi, je vais venir ici, je vais faire public function get color, comme ceci, et je vais retourner color. Je vais ensuite mettre en place le setter. Je vais faire ici set color, et ici je dirais que, n'oublions pas de retourner, ici je dirais que $thisColor est égal à $color que j'attendrai en argument. Donc je vais devoir le faire, évidemment, pour mes 3 propriétés. Ici, je mettrai plutôt brand. Ici, je vais attendre une brand. Et ici, je renverrai la brand. Et finalement, je vais le faire pour le kilométrage. Ici, je mettrai plutôt kilomètre. Et ici, ce que j'attendrai, c'est des kilomètres. Et ce que je retournerai, c'est mon kilométrage. Maintenant, j'ai en place mes getters et mes setters. Et je vois que finalement, ça n'a pas d'impact à l'intérieur de la classe. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en public, vous allez pouvoir avoir accès à cette propriété de n'importe où, que ce soit à l'intérieur de la classe ou à l'extérieur. Quand vous êtes en protected, vous pourrez avoir accès à cette propriété seulement dans la classe ou dans les enfants qui hériteront de cette classe. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu l'héritage ensemble, mais ce sera quelque chose qu'on va voir après, qui est l'un des piliers de la PO en PHP. Et quand c'est private, eh bien la propriété ne sera accessible qu'à l'intérieur de la classe, Ce qui va faire une grande différence, parce qu'on ne pourra pas avoir accès, par exemple, à protected et à private, donc à brand et à kilométrage, à l'extérieur de la classe car. Ce qui veut dire que si je m'amuse à venir ici et à créer une voiture et à faire new car, que je lui passe du coup une couleur, une marque et un kilométrage,
Et ben, vous allez voir que si je veux faire un écho, par exemple, de la couleur, je pourrais le récupérer directement en faisant color. En revanche, je ne pourrais pas faire kilométrage. Ici, j'aurai une erreur et je ne pourrais pas faire non plus brand, puisqu'ici, je suis en private, ici, je suis en protected, et ici, je suis en public. Allons voir un petit peu le résultat sur Google. Je vais recharger. Et je vois bien que j'ai pu récupérer la couleur, mais je n'ai pas pu récupérer le reste, puisque ici, j'avais accès à une propriété privée. Avons-nous des modificateurs d'accès différents? Eh bien, encore une fois, c'est par rapport à l'encapsulation. On veut protéger nos données. Donc, je l'ai expliqué un petit peu dans les vidéos précédentes, pourquoi est-ce qu'on voulait protéger nos données. Mais parfois, on veut quand même pouvoir les rendre accessibles à certains endroits. Lorsque vous serez private, évidemment, vous ne pourrez y avoir accès nulle part en dehors de la classe. En revanche, peut-être que parfois, pour des cas précis qu'on verra peut-être plus tard, eh bien, vous voulez donner accès aux propriétés aux classes qui hériteront de cette classe-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore parlé d'héritage, donc on verra dans les prochaines vidéos à quoi ça correspond et pourquoi est-ce qu'on le fait surtout. Retenez pour l'instant que lorsqu'on est public, on pourra y avoir accès de partout. Lorsqu'on est protected, on pourra y avoir accès à l'intérieur de la classe car et dans les classes qui hériteront de car, par exemple si je voulais créer une classe Ferrari. Et lorsque c'est private, là je ne peux y avoir accès qu'à l'intérieur de la classe. Donc seul le constructeur et les méthodes internes pourront y avoir accès. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que l'on fait tout ça? Eh bien c'est encore une fois pour contrôler qui a accès à quoi et où. Dans cette partie les amis, nous allons voir ensemble ce que sont les membres statiques et les constantes de classe en PHP et surtout leur intérêt et comment y avoir accès. Alors pour ça, on va encore une fois ouvrir PHP comme ceci. Et on va créer une petite classe que je vais appeler counter pour compteur. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un membre dit statique. Alors je vais venir ici, je vais faire public statique. Et je vais créer un attribut, une propriété que je vais appeler NBR instance class. Et pour l'instant, je vais dire que sa valeur c'est 0. Je vais faire la même chose, mais avec un membre public normal. Et cette fois-ci, je vais l'appeler NBR instance object. Et pareil, je vais lui mettre une valeur de 0. Je vais faire un petit constructeur, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais instancier la classe counter, je vais récupérer ce membre statique, faire plus plus, lui rajouter un 1, et je vais prendre cette valeur-là, et pareil, faire plus plus, lui ajouter 1. Mais là, vous allez me dire, quelle est la différence entre un élément statique et un élément non statique? D'ailleurs, j'ai parlé de constante aussi quand j'ai démarré la vidéo. Qu'est-ce qu'une constante et comment est-ce que l'on la déclare? Pour déclarer une constante de classe, eh bien c'est très simple. On va utiliser le mot-clé const. Imaginez par exemple, je voulais la valeur de pi. Je pourrais faire un truc comme ça. Mais alors, quelle est la différence entre statique, non statique et constante? Eh bien, la différence, c'est que lorsque vous avez des membres statiques ou des constantes, eh bien ces valeurs ne sont plus accessibles par les objets qui sont créés. Mais ils sont accessibles directement via la classe elle-même. Ce qui veut dire que si je veux avoir accès ici à NBR instance ou à pi, eh bien, si je viens ici et que je m'amuse à créer un objet, imaginez que je crée un petit compteur et que je faisais new counter, eh bien, ici, si je voulais avoir accès à NBR instance, je ne pourrais pas faire counter slash et faire NBR instance classe, même s'il me le propose. Je serais obligé de passer par la classe elle-même. En revanche, je pourrais avoir accès à NBR instance object. Pourquoi? Parce que les membres de classe, dits statiques, appartiennent à la classe dans laquelle ils sont déclarés. Ce qui veut dire que si je veux avoir accès à cette valeur-là, je dois passer par cette classe-là sans avoir besoin de créer un objet counter. Et c'est pareil pour les constantes, elles fonctionnent pareil. Les constantes de classe sont définies en utilisant le mot-clé const et ne peuvent pas être modifiées après leur déclaration, elles sont toujours immuables. Et les membres statiques, qui sont des propriétés statiques, qui peuvent être à la fois des champs ou des méthodes, eh bien, sont définis en utilisant le mot-clé statique. En revanche, contrairement aux constantes, les propriétés statiques eh bien, peuvent être modifiées. Les constantes de classe sont accessibles en utilisant l'opérateur de résolution de portée 2 points 2 points. Ce qui veut dire que si je voulais avoir accès à ça, ou à pi, eh bien, je viendrai ici et je ferai echo counter 2 points 2 points, et là je pourrais faire pi. Et ça fonctionnera exactement de la même façon si je veux avoir accès ici à nombre instance classe. Les constantes de classe sont toujours accessibles de manière globale à travers la classe elle-même, sans avoir besoin d'une instance de la classe.
En revanche, les membres statiques peuvent être privés, protégés ou publics, ce qui va donc affecter leur accessibilité depuis l'extérieur de la classe, évidemment. Nous ici, on a tout simplement un membre statique qui est public, donc je peux y avoir accès à l'extérieur de la classe. En revanche, si je l'avais rendu privé, je ne pourrais pas y avoir accès, évidemment, et si je l'avais rendu protected, j'aurais pu y avoir accès que dans les enfants qui vont hériter de counter. Mais restons publics pour l'instant. Les constantes de classe, elles sont utilisées pour des valeurs qui ne changent jamais et qui sont conceptuellement liées à la classe elle-même, plutôt qu'à une instance de classe. En revanche, les membres statiques sont utilisés pour des données qui doivent être partagées entre toutes les instances d'une classe ou qui sont liées à la classe elle-même, mais qui peuvent changer au fil du temps. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de créer un membre statique finalement? Eh bien, l'intérêt de créer un membre statique ou une constante, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à ses propriétés ou à ses méthodes sans avoir besoin d'instancier la classe counter. Et ça peut être pratique quand par exemple on a des méthodes qu'on voudrait utiliser tout au long de notre application. Imaginez par exemple, je ne sais pas moi, que je voulais avoir une méthode que je voulais pouvoir appeler un petit peu partout. Imaginez qu'on voulait faire une application d'expertise comptable et que j'avais besoin de calculer la TVA ou un montant TTC tout au long de mon application, à différents endroits. Ce serait un petit peu dommage de devoir créer un objet counter, sachant que nous, ce qu'on veut faire, c'est juste calculer un montant TTC. Et bien pour cela, je pourrais créer une méthode statique, comme ceci, que je pourrais appeler par exemple calcul TTC, qui attendrait, je ne sais pas moi, un montant hors taxe et un taux de TVA, et qui me retournerait mon montant. Bon, moi, je ne vais pas faire le calcul, je vais juste dire voici votre montant TTC. D'accord? Et là, on pourrait faire, je ne sais pas moi, par exemple, faire le montant hors taxe fois le montant de TVA si c'était par exemple 1.20. D'accord? Moi, cette fonction, j'ai besoin de l'appeler. Je n'ai pas besoin de stocker des données dans un objet. Quand on crée des objets avec une classe, c'est qu'on veut stocker des données à l'intérieur et qu'on veut les manipuler. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est simplement appeler cette méthode de calcul un peu quand je veux et où je veux. Eh bien, c'est pour cela qu'on va la rendre statique. Parce que je vais pouvoir l'appeler en passant par la classe directement sans avoir besoin de créer un objet de type counter. Je vais pouvoir venir ici et tout simplement faire counter, calcul TTC, lui passer un montant hors taxe et un taux de TVA. Les méthodes statiques sont donc souvent utilisées dans des classes dites utiles, où vous allez développer des fonctionnalités qui vont être appelées un petit peu tout au long de votre application. Donc ce sont des fonctionnalités que vous allez définir, qu'on a envie d'appeler pour faire tout un tas de choses, et on n'a pas forcément envie de créer un objet pour pouvoir appeler ces méthodes-là. Mais pour comprendre un petit peu la différence réelle entre une instance de classe et une instance objet, eh bien je vous propose de créer plusieurs compteurs. Là, on en a déjà créé un, d'accord? On n'a pas besoin de lui passer des choses au constructeur, donc pas besoin de mettre les guillemets, les parenthèses. Je vais en créer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous deviniez la valeur de nbr instance class et de nbr instance objet si je m'amusais à les récupérer. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? On va commenter ici cet écho, celui-là aussi, d'ailleurs même celui-là, et on va s'amuser ici à faire un petit écho de, justement, nbr instance class, comme ceci. Alors rappelez-vous, pour y avoir accès, je vais faire counter, nbr instance class, puisqu'il s'agit d'un membre statique, donc j'y ai accès en passant par la classe. En revanche, si j'ai envie d'avoir accès à nbr instance objet, je vais devoir passer par les objets que j'ai créés. Ce qui veut dire que je vais devoir faire un écho de nbr instance objet in counter. Je vais concaténer. Et là, je devrais faire counter, point, ou plutôt, attention, des points JavaScript, flèche, nbr instance objet. Et je vais le faire pour tous mes compteurs. Donc ici, c'était compteur 2, ici, compteur 3, et ici, compteur 4. Allons voir un petit peu dans le navigateur les résultats qu'on a obtenus. Je vais revenir ici, je recharge. Alors, on a des petites erreurs. Ici, il me dit count, oui, parce que j'ai oublié un R, tout simplement. On recharge.
Et ce serait bien de mettre des petits BR à la fin de nos échos, sinon on ne va pas comprendre grand-chose. Je vais mettre un BR comme ça pour aller à la ligne. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il me dit que tout vaut 0. Pourquoi? Parce que dans notre constructeur, on n'a pas encore fait plus sur ces valeurs. C'est ce que j'avais dit. Alors là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à NBR instance objet et à NBR instance classe dans la classe? Bon, pour NBR instance objet, on sait le faire. C'est l'opérateur this qui va nous le permettre. Ici, je vais faire NBR instance objet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus. Comme ceci. Mais comment est-ce que je fais pour faire référence à un membre statique de classe quand je suis à l'intérieur de la classe? Eh bien là, ce ne sera plus $this, mais ce sera bel et bien l'opérateur self. Je vais retrouver mes 2 points, et je vais faire référence, ici, avec le dollar, à NBR instance class. Attention, ici, on a bel et bien le dollar. Là, ça va fonctionner, ça va bien me faire plus sur ce membre statique, et plus sur ce membre objet, sur cette propriété objet. Retournons sur le navigateur, je recharge, et regardez ce qui s'est passé. NBR instance class appartenait à la classe. Moi, j'ai eu 4 instances de classe, donc il a fait 4 fois plus. Donc NBR instance class vaut 4. En revanche, NBR instance objet n'appartenait pas à la classe, mais à l'objet créé. Donc, vu que j'ai instancié une seule fois mes counters, bah, j'ai fait une seule fois plus sur NBR instance object de chaque objet. Donc c'est pour ça que NBR instance object vaut 1 partout. En revanche, cette valeur-là, comme elle appartient à la classe, bah, lorsque j'ai fait bah, j'ai modifié la valeur que j'avais déjà modifiée auparavant. Donc j'ai fait 4 fois plus. Attention donc à la manière dont vous allez déclarer vos éléments, vos membres à l'intérieur d'une classe, car selon la portée que vous allez leur donner, selon les modificateurs d'accès que vous allez leur donner, et surtout selon si ça va être des membres d'instance ou d'objet, eh bien vous ne pourrez pas y avoir accès de la même façon. Donc voilà l'explication sur les membres statiques, les constantes et les propriétés objets. Une propriété statique ou une méthode statique appartient à la classe dans laquelle elle est définie, alors qu'une propriété, au même titre d'ailleurs qu'une constante. La différence entre les deux, c'est qu'elle, elle peut être modifiée, sa valeur. Celle-ci, elle est immuable. Celle-ci, elle peut avoir une propriété public, private ou protected. Donc, je peux modifier en fait sa portée et son accessibilité, alors que la constante sera toujours accessible. Et la grosse différence surtout, c'est que pour avoir accès à cette valeur statique ou à cette constante, je passe par la classe et non pas par l'objet lorsque j'ai par exemple une propriété objet. N'oubliez pas non plus que pour y avoir accès, on va utiliser ici l'opérateur self lorsque l'on est à l'intérieur de la classe. En revanche, lorsque vous serez à l'extérieur de la classe, quand vous voulez avoir accès à des membres statiques ou à des constantes, eh bien vous passerez par l'opérateur de résolution de portée, qui est les 2 petits points ici qu'on a utilisés juste là. Afin de m'assurer que vous avez bien compris les concepts abordés dans les précédentes vidéos, eh bien je vous propose un petit exercice ludique. Ici, l'objectif, ça va être de construire des maisons avec des caractéristiques, les caractéristiques suivantes. Vos maisons devront avoir 7 chambres, devront faire 500 mètres carrés, et avoir une hauteur de plafond de 10 mètres. D'ailleurs, cette hauteur de plafond ne sera pas modifiable. En revanche, on donnera la possibilité de personnaliser par exemple la couleur de la maison ou encore le nombre de portes. Alors si vous avez bien compris entre la différence entre ces caractéristiques-là et celle-ci, eh bien je vous invite à faire pause sur cette vidéo car nous allons passer à la correction. Vous l'aurez bien compris, ici on aura des membres statiques, voire des constantes, et ici on aura plutôt des membres objets, des propriétés objets qui seront donc modifiables lorsque l'on va créer des objets à partir de l'instance de la classe Home que je vous invite à créer dès maintenant. On va donc commencer par créer une classe que moi je vais appeler Home, comme ceci. Alors, si tout ça c'est statique ou c'est des constantes, là je vois qu'en plus ça c'est pas modifiable, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une public statique que je vais appeler par exemple NBR Rooms pour nombre de chambres. Et moi j'ai dit qu'on en avait 7. Ensuite, je vais créer peut-être public static square meters pour les 500 mètres carrés, comme ceci. Et si la hauteur de plafond n'est pas modifiable, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être créer tout simplement une constante que je vais appeler height pour la hauteur de plafond et elle fera 10. En revanche, si je veux pouvoir donner la possibilité de modifier la couleur et le nombre de portes, je vais venir ici, je vais faire public color comme ceci et je vais faire public NBR doors comme ceci.
Ensuite, je vais mettre en place mon constructeur. Je vais faire public function pour initialiser des valeurs pour justement la couleur et le nombre de portes. Donc j'attendrai ici évidemment une couleur et un nombre de portes. Alors évidemment, vous avez vu, moi j'ai appelé ça nbr doors comme ma propriété, mais j'aurais pu l'appeler x et ici y. C'est juste que si je fais ça, quand j'arrive ici, je ne comprends pas vraiment ce que j'attends. Donc évidemment, on essaie de mettre des arguments qui ont un sens, des noms d'arguments qui ont des sens. D'ailleurs, imaginez que je souhaitais construire une maison et que je ne souhaitais pas passer en fait, modifier sa couleur et le nombre de portes, et que du coup je voulais avoir une couleur par défaut et un nombre de portes par défaut. Et bien en PHP 8, ce que je pourrais faire, c'est ici affecter une valeur par défaut à ma maison et dire que par défaut, ma maison sera blanche et j'aurai par exemple, je sais pas moi, 7 portes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer du coup mes propriétés objets, notamment color, et je vais dire que color sera égal à ce que je lui passe ici. Et je ferai la même chose pour nbr doors. Ce qui veut dire qu'ici, si je m'amuse à construire une maison sans préciser la couleur et le nombre de portes, j'aurai une maison par défaut qui sera blanche et qui aura 7 portes. D'ailleurs ici, je peux même mettre un integer, ce sera peut-être plus évident. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma maison, home, je vais faire new home, et je vais dire que moi je veux une maison, j'en sais rien, moi, bleue, avec 10 portes. Alors comment est-ce que je vais faire maintenant si par exemple, je voulais savoir combien ma maison a de pièces, combien de mètres carrés elle fait, et quelle est la hauteur du plafond. Je pourrais venir ici, faire un écho, je vais passer par home, 2 points, et je vais récupérer nbr rooms. Je ferai un petit br pour aller à la ligne, comme ceci. Si maintenant je veux récupérer la hauteur, je vais pouvoir faire height. Et si je veux récupérer les mètres carrés, je ferai square meters. Alors est-ce que ça fonctionne tout ça? Et comment est-ce que je fais pour récupérer la couleur? La couleur c'est une propriété objet, donc je ferai un écho de $home slash, enfin plutôt flèche, color. Et si je veux récupérer pareil le nombre de portes, je ferai nbr doors. On n'oublie pas le petit br pour aller à la ligne et on vérifie si ça fonctionne. Je reviens ici, je recharge et apparemment tout fonctionne. J'ai bien ici cette chambre, une hauteur de plafond de 10, 500 mètres carrés, ma maison est bleue et j'ai 10 portes. Donc là, ces données-là, c'est moi qui les ai personnalisées, c'est moi qui les ai setées, elles appartiennent à l'objet que j'ai créé, l'objet homme. En revanche, ces informations appartiennent à la classe. Et je les ai définies parce que je veux que toutes mes maisons aient ces caractéristiques-là. Évidemment, si je ne souhaitais pas donner la possibilité de pouvoir modifier le nombre de pièces et le nombre de mètres carrés, j'aurais dû rendre ça constant, tout simplement. Mais que se passe-t-il en revanche si je décide de modifier ici le modificateur d'accès et que je le rends privé? Là, on va avoir une erreur, parce que square meters est maintenant un membre statique privé. Même si je passe par la classe, il n'est plus accessible, car privé. Je vais avoir une erreur. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour avoir accès à un membre statique de classe privée? Pour cela, je vais devoir mettre en place une méthode statique publique. Je vais faire public static function et je vais l'appeler getSquareMeters comme ceci. Qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode quand je vais l'appeler? Elle va me retourner tout simplement via l'opérateur self la valeur de squareMeters. Donc là, attention, j'ai modifié la portée, la visibilité de ce membre de cette propriété de classe qui est statique, et j'ai dit qu'elle était privée, ce qui veut dire que je ne peux pas y avoir accès de l'extérieur, et j'ai fait ça pour la protéger, pour ne pas la modifier finalement. Ici, je ne peux que la récupérer, pas la modifier. Donc elle devient un petit peu comme une constante finalement. On la rend en privé pour y avoir accès. Je suis donc obligé de passer par un getter, qui lui, cette fois-ci, est statique, pas public comme on a pu le faire dans les exemples précédents, quand on parlait de l'encapsulation. J'ai donc déclaré une méthode que j'ai appelée getSquareMeters, qui est publique, statique, et je vais pouvoir l'appeler sans récupérer directement la propriété, en faisant getSquareMeters, et ça devrait résoudre tous nos problèmes. Super. Donc voilà, petit exercice ludique pour comprendre un petit peu la différence entre les membres statiques et les membres d'objets, les propriétés statiques, les méthodes statiques et les propriétés ou les méthodes objets. Ici, on voit bien qu'on a des membres statiques ou constants. La différence entre les deux, c'est que lui va être modifiable et ces deux-là ne le seront pas, à moins que je passe par un setter qui est statique.
En revanche, là, c'est constant, donc c'est sûr que ce ne sera jamais modifiable. Ici, si je veux modifier, il aurait fallu que je mette en place un setter qui modifie la valeur. Comme je n'ai mis en place qu'un getter qui me renvoie la valeur, square meters ici, ce ne sera pas modifiable. On a bien vu que pour y avoir accès, je passais par les deux petits points ici, et la classe évidemment. Et en revanche, pour la couleur et le nombre de portes, qui est public et qui fait référence ici à l'objet, valeur que j'initialise dans le constructeur, je vais pouvoir modifier, comme bon me semble, les valeurs de color et doors. Pourquoi? Parce qu'elles sont publiques, tout simplement. Alors si on avait voulu vraiment faire ça correctement, on aurait rendu ça privé et on aurait créé les getters et les setters pour pouvoir accéder à ces valeurs-là et à les modifier. Là, on ne l'a pas fait pour l'exemple, car on s'est concentré surtout sur les membres statiques et les constantes. Ce qui veut dire que si je viens ici, je peux modifier à la volée directement la couleur avec l'opérateur égal. Donc j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. Si jamais cela vous paraît un petit peu compliqué et les concepts vous paraissent un petit peu abstraits, n'hésitez pas à le refaire. Ça vous aidera grandement pour le TP final de ce module vidéo. À ce stade de la vidéo, il est grand temps d'évoquer et d'expliquer le terme d'héritage en PO. Alors à quoi cela correspond? Eh bien, encore une fois, une image vaut 1000 mots. Je vous propose de créer une classe qu'on va appeler animal. Comme ceci. Et on va dire que notre petit animal de compagnie, il peut avoir un prénom et il peut avoir un âge. D'accord? On va avoir également des actions pour cet animal. On va lui donner par exemple la possibilité de se déplacer, c'est un animal. Ok. Donc on va faire juste un petit écho, une petite méthode qu'on a appelée move. Et on va mettre ici en français je me déplace. Ok, super. On va aussi lui donner la possibilité de manger. C'est normal, c'est un animal. Je vais créer une fonction, une méthode que je vais appeler eat. Et on va mettre I am eating food. Alors je recommence avec mon franglais. On va essayer de rester que en anglais. I am moving. Voilà, comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé une classe générique que j'ai appelée animal. Pourquoi est-ce que j'ai créé une classe animal? Parce que moi, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est créer différents animaux. Mais que je crée un chien, un chat ou un lion, ils ont des caractéristiques communes. Ils vont avoir un prénom, un âge, ils vont pouvoir se déplacer et manger. En revanche, ils vont avoir un prénom différent, un âge différent, et peut-être, on verra par la suite, une façon de se déplacer ou de manger différente. L'héritage, c'est quoi en PO? Eh bien, c'est le fait d'avoir une classe A qui va hériter d'une classe B pour récupérer ce qu'il y a dans la classe B. Je m'explique. Ici, je vais pouvoir créer une classe, par exemple, cat, si je voulais créer un chat. Et je vais dire que je vais extend, je vais hériter de la classe animal. En faisant ça, automatiquement dans cat, je vais avoir accès à ces deux méthodes et à ces deux propriétés. Ce qui va me permettre de réduire la duplication du code et de pouvoir créer des animaux différents, par exemple un lion, avec des caractéristiques communes de base. Donc l'héritage, c'est vraiment le fait de pouvoir profiter d'une classe parent et de récupérer les éléments à l'intérieur. Ce que j'aimerais faire lorsque j'hérite d'une classe, ici, moi j'aimerais bien pouvoir donner un prénom et un âge à mon animal, à mon petit chat. Pour cela, puisque les propriétés sont privées et déclarées dans la classe animal, je vais devoir mettre en place un constructeur juste ici. Je vais attendre un prénom, un âge, et je setterai les valeurs pour justement âge et prénom. Je peux donc maintenant créer un animal et lui passer un prénom et un âge. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de créer un animal. Moi, j'ai envie de créer un petit chat. Alors mon petit chat, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer ici un prénom. Je vais l'appeler par exemple Félix et je vais lui passer un petit âge de 2 ans. Alors, est-ce que ça va me permettre de récupérer mes valeurs? Allons sur le navigateur, je recharge et j'ai toujours rien qui s'affiche. Pourquoi? Eh bien parce que Félix et 2 doivent être initialisés dans le parent. Donc je vais devoir appeler le constructeur du parent. Où est-ce que je vais l'appeler? Depuis cat. Et à quel moment je vais l'appeler? Quand je vais initialiser
un objet de type cat. Je vais donc devoir le faire lorsque le constructeur sera appelé. Ici, il a bien compris que moi je voulais récupérer first name et âge, sauf qu'ici, je ne peux pas faire de l'ARSYS, les amis. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire de l'ARSYS? Parce que je n'ai pas accès à âge et à first name. Pourquoi? Parce qu'ils sont en privé. Ici, j'ai accès qu'au getter et au setter et aux méthodes it et move. En revanche, regardez, j'ai accès au constructeur parce qu'il est public. Alors la grosse question, c'est comment est-ce que je vais faire pour appeler le constructeur du parent depuis la classe fille? Eh bien pour cela, on a un mot-clé tout simplement qui va s'appeler parent. Ici avec les deux petits points, je vais pouvoir appeler les méthodes ou les propriétés de la classe parent que j'hérite. Et je vais appeler quoi? Construct. Et qu'est-ce que je veux lui passer? Je vais lui passer first name et mon âge. Donc je répète ce qui s'est passé ici, soyez bien attentifs. J'ai créé un objet de type cat, je lui ai passé un prénom et un âge, sauf que le prénom et l'âge eh bien, sont initialisés dans le parent. Parent qui est la classe animal. Cat a hérité de animal, donc lorsque je vais créer un objet de type cat, je vais devoir appeler le constructeur du parent lorsque mon objet cat est initialisé. Donc je vais appeler le constructeur du parent quand le constructeur de cat est appelé et lui passer mon prénom et mon âge. Animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer tout simplement first name, l'âge, et il va initialiser des valeurs pour âge et first name. En revanche, moi, je n'ai pas accès directement à first name et âge dans ma classe cat. Donc, pour récupérer ces valeurs-là, après les avoir initialisées, je vais passer par mes getters que j'ai mis en place juste ici. Donc, normalement, on devrait avoir ici le prénom et l'âge qui s'affichent. On va vérifier. Je recharge. Et pour que ça s'affiche, ce serait peut-être pas mal de faire un écho. On va venir ici, on va faire un écho. Et vous allez voir que je vais pouvoir récupérer first name et âge. Je recharge, j'ai bien Félix et 2. Alors si vous voulez plus de clarté, comme d'habitude, un petit BR, ça mange pas de pain. Et j'ai bien récupéré ici mon prénom et mon âge. Alors là, c'est vraiment très intéressant, les amis. J'ai créé un objet de type cat. Cat hérite de animal. Animal initialise le prénom et l'âge. J'ai donc appelé son constructeur dans mon constructeur avec l'opérateur parent. Et comme first name et âge dans animal sont privés, je suis passé par les getters pour y avoir accès. Évidemment, dans lion et dans cat, j'ai hérité de la classe animal. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas définir mes propres propriétés et mes propres méthodes dans mes classes cat et lion. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je pourrais avoir une propriété privée qui n'est liée qu'à la classe cat. Et ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'un chat peut avoir de différent par rapport à un autre animal? Bon, nous on s'en fout, on va mettre prop, parce que je n'ai pas forcément d'idée là tout de suite, mais là, prop, eh bien, n'existera que pour les objets de type cat. Pareil, je peux créer des getters et des setters pour propre. Je pourrais venir ici et faire public function get prop. Prop pour property, les amis. Je vais faire $this et je vais retourner prop. Et évidemment, je pourrais avoir le setter qui va avec. Set prop, je vais attendre ici une prop, une valeur, et je vais setter la propriété que j'ai appelée prop. Mais je pourrais également avoir des actions qui ne sont liées qu'à une entité cat, qu'à un chat. D'accord? Je pourrais avoir ici public function, et je pourrais créer une fonction qui s'appelle miaou, par exemple, qui ferait un petit écho de miaou. Ce que j'essaie de vous dire avec cet exemple-là, c'est que lorsque vous héritez d'une classe parent, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas définir vos propres propriétés et vos propres méthodes à l'intérieur de la classe fille. C'est ça que je veux vous dire. En général, au contraire, on va récupérer une base par rapport à la classe parent et ensuite définir ce qui va être propre à l'entité que l'on va créer. Un chat, ça reste un animal, donc on va récupérer tout ce qui va être lié aux animaux en général, puis on aura des choses qui seront liées uniquement à un chat, donc peut-être des valeurs qu'on va vouloir stocker dans nos objets, ou peut-être des actions qui ne seront propres qu'à nos petits félins préférés. Pour m'assurer que vous avez bien compris un petit peu la notion d'héritage en PHP orienté objet, on va faire un petit exercice, une petite démonstration. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe A, comme ceci. À l'intérieur, on va créer une public function qu'on va appeler par exemple test1. Tout simplement,
qui fera un écho de test 1. Rien de très compliqué, avec un petit BR à la suite. Je vais créer une autre fonction que je vais appeler test 4, sauf que cette fois-ci, celle-ci, je vais la rendre privée. Et je vais encore en créer une autre, je vais l'appeler test 5, comme ceci. Et celle-ci, je vais la rendre protected. Et elle fera juste un écho de test 5. Ensuite, je vais créer une classe B. À l'intérieur, je vais remettre une petite fonction, une petite méthode. Celle-ci, je vais l'appeler test2. Et elle fera un écho de test2. En revanche, la classe B, elle va hériter de la classe A. Ensuite, je vais créer une classe C. Ce sera ma dernière classe, ou mon avant-dernière classe. Elle fera un extend de la classe B. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une méthode test3 qui fera un écho de test3. Et je vais créer les méthodes 6 et 7. Donc 6 et 7. La méthode 6, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler la méthode 5. Méthode 5 qui est dans A. Donc on va venir ici, et on va faire $10 test 5. Et la méthode 7, elle appellera la méthode 4, test 4, comme ceci. Alors qu'est-ce que ça va faire tout ça? Revoyons un petit peu le code. J'ai créé une classe A qui a les méthodes 1, 4 et 5 avec des modificateurs d'accès différents, puisqu'ici je suis en public, ici je suis en private et ici je suis en protected. J'ai ensuite une classe B qui va tout simplement mettre en place une méthode test2 qui va faire un écho de test2. Puis j'ai une classe C qui hérite de B. Donc puisque B hérite de A, indirectement C va hériter de A. J'ai une méthode ici test3, une méthode test6 qui appellera la méthode test5 et une méthode test7 qui appellera la méthode test4. Alors test5, elle est dans A. Et test4, elle est également dans A. Alors est-ce qu'on va avoir des erreurs avec ce code-là? Bon, on va essayer. On va venir ici. Je vais créer A, je vais faire new A. Je vais créer B, je vais faire new B. Et je vais faire $C égale new C. Alors, à votre avis, par rapport à tout ce que je vous ai appris, qu'est-ce qui va générer une erreur? Est-ce que, par exemple, si je fais $B test 1, ça va fonctionner? Est-ce que si je fais $C test 1, est-ce que ça va fonctionner? En revanche, est-ce que si je fais $C test 6, est-ce que j'aurai une erreur ou pas? Pareil, si je fais $C test 7, ou si je fais $A test 6, est-ce que ça va fonctionner? Alors répondons à ces questions une par une. Ici, j'ai $B test 1. Donc $B test 1, c'est-à-dire que B va hériter de A, et la méthode 1, elle est ici, elle est publique. Donc normalement, je ne devrais pas avoir d'erreur. Vous savez ce qu'on va faire? On va commenter tout ça pour voir si c'est le cas ou pas. Je vais donc retourner sur le navigateur, je recharge, et test 1 a bien fonctionné. Super. Donc ça, pas d'erreur. Maintenant, je vais appeler test 1 dans C. Alors, est-ce que C va avoir accès à test 1? Sachant que test 1 est dans A. Ben oui, parce que C hérite de B et B hérite de A. Donc j'ai accès à test 1. Vous allez voir qu'ici, j'ai commenté du coup cette ligne-là, j'ai décommenté celle-ci, et on n'a toujours pas d'erreur, ça fonctionne. Donc ça, c'est OK. Maintenant, je vais appeler test 6. Alors test 6, qu'est-ce qui se passe? C'est cette méthode-là, et elle va appeler test 5. Test 5, elle est dans A, et A hérité de B, et C hérite de B. Alors, est-ce que j'ai accès à test 5 ici? À votre avis, sachant qu'elle est en protected? Eh bien, la réponse, c'est oui. Parce que les méthodes dites protected sont accessibles dans les classes enfants, les classes qui vont hériter de la classe A. Puisque C hérite de B et B hérite de A, eh bien, j'ai bel et bien accès à la méthode test 5. Donc ça, encore une fois,
c'est OK. Maintenant, plus compliqué. Je vais appeler la méthode test7. Test7, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la méthode test4. Test4, c'est une méthode de la classe A et elle est privée. Est-ce que j'y ai accès? La réponse, c'est non, puisqu'une méthode privée est accessible uniquement à l'intérieur de la classe dans laquelle elle est déclarée. Donc là, on va bel et bien avoir une erreur. Maintenant, dernier test, moi j'aimerais appeler la méthode test6 depuis la classe A. Test6, c'est déclaré dans la classe C. C indirectement hérite de A puisqu'il hérite de B et que B hérite de A. Alors, est-ce que A a accès aux méthodes de ces classes filles? Testons. Et la réponse, c'est non. L'héritage n'est que dans un seul sens. Les classes filles héritent des classes mères et pas l'inverse. Ce n'est pas un héritage bidirectionnel. Alors, parmi tous les tests qu'on avait faits, lesquels étaient bons de votre côté? Pour lesquels aviez-vous trouvé la réponse? Dans cette partie, nous allons maintenant parler de surcharge. Alors, qu'est-ce qu'une surcharge? Eh bien, la surcharge, elle intervient lorsqu'une classe fille hérite d'une classe mère. Pour expliquer un petit peu mes propos, revenons un petit peu sur l'exemple que nous avions pris avec la classe animal, la classe cat et la classe lion. Rappelez-vous, on avait mis en place une classe animale dans laquelle nous avions deux propriétés encapsulées, un constructeur public, et nous avions ici des méthodes publiques. Et évidemment, lorsque la classe cat héritait de la classe animal, elle avait accès, évidemment, à ces classes publiques. Ici, on avait défini deux actions pour un animal, le fait de bouger et le fait de manger. Donc on avait bien vu que lorsque l'on crée un chat, si je récupère mon petit chat, je peux appeler par exemple it, et je peux appeler évidemment la méthode move. Mais imaginons par exemple que la façon de manger pour un lion était différente de celle proposée par la classe animale. Imaginez qu'on voulait redéfinir la façon dont mange un lion, bien que cette méthode-là soit déjà déclarée et que la logique y soit déjà intégrée à l'intérieur. Et bien pour cela, on pourrait tout simplement dans la classe fille redéfinir ce que doit faire la méthode manger. Et ici, ce qu'on va dire, c'est que je mange, I am eating like a lion. Ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on a surchargé tout simplement la méthode it. Elle était déjà déclarée dans la classe mère, mais nous, on a décidé de lui donner un comportement différent, de lui faire une autre action qui est propre à la classe lion, bien que la classe mère l'avait déjà définie. Vous allez donc voir que si maintenant je m'amuse à créer un lion et que je fais new lion, on va l'appeler Simba, mon lion, il a 5 ans. Vous allez voir que si je récupère mon lion et que j'appelle it, eh bien ce ne sera pas la même action que cat qui finalement se sert de la méthode qui a été définie dans la classe mère. Alors moi, pour ne pas avoir de soucis, encore une fois, je vais mettre dbr pour pas qu'on soit perdu. Je vais mettre dbr un petit peu partout. Ok, ça devrait aller. Je vais retourner dans le navigateur, je recharge la page, et regardez, ici j'avais mon chat Félix, il avait bien 2 ans, il mangeait sa nourriture et il se déplaçait. En revanche, Simba, lui, il mange comme un lion. Donc on parle réellement en PHP de surcharge de méthode. En anglais, vous allez entendre le terme, ici, overwriting. L'overwriting de méthode, c'est tout simplement la surcharge de méthode en français. Dans cette partie, nous avons donc tout simplement redéfini une méthode héritée d'une classe parent. Mais imaginez que je souhaitais, ici, à l'intérieur de cette méthode-là, ou d'une autre d'ailleurs, imaginez que ici, j'avais une autre fonction que j'appelais, eat different, manger différemment. Et imaginez que lorsque j'appelle cette méthode-là, je voulais faire appel à la méthode it de la classe mère. Comment est-ce que je vais faire, sachant que j'ai déjà redéfini la définition finalement et l'action qui est déclenchée par la méthode it. Alors comment est-ce que je vais faire pour appeler la méthode it de la classe animal maintenant que j'ai déjà redéfini it? Eh bien pour cela, on va pouvoir employer une petite technique.
Et cette technique, vous vous rappelez, on l'a déjà vu ensemble, c'est le fameux mot-clé parent. Lorsque je vais faire parent, eh bien, je vais pouvoir ici appeler la méthode du parent. Tout simplement. Ça, c'est pour éviter l'ambiguïté. Parce que si j'étais passé par l'opérateur $this et que j'avais fait $this it, bah là, finalement, il ne saurait pas laquelle appeler. Puisque est-ce que j'appelle celle que j'ai redéfinie et surchargée ou est-ce que j'appelle celle du parent? Donc ça, c'est pas bon à cause de l'ambiguïté. Donc je vais pouvoir passer par le mot-clé parent et appeler la méthode du parent. On l'avait fait précédemment lorsqu'on avait essayé d'appeler le constructeur du parent pour initialiser les valeurs des propriétés héritées par une classe. Alors on va tester un petit. On va récupérer notre lion et on va faire $lion eat different. Qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir ici I'm eating food. Et ici, j'ai bien la méthode de la classe animale qui a été appelée. Dans les précédentes vidéos, nous avons évoqué la notion de surcharge ou de overwriting. Eh bien, sachez qu'il s'agit là d'un pilier de la programmation orientée objet appelé le polymorphisme. Le polymorphisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement le fait de redéfinir, surcharger des méthodes qui sont définies dans des classes et même dans des interfaces. Mais pour l'instant, on va mettre de côté la notion d'interface, on verra ça un petit peu plus tard. En polymorphisme, par exemple, en Java, on va avoir la notion d'overwriting qu'on a vu ensemble en PHP, et on a également la notion d'overloading. En PHP, on n'a pas vraiment d'overloading, mais laissez-moi plutôt vous expliquer ce que c'est. L'overwriting, on sait ce que c'est. On a une classe A qui hérite d'une classe B et qui va surcharger une méthode définie dans la classe mère. L'overloading, eh bien c'est par exemple si on avait une classe, on va l'appeler ma classe, et que j'avais une méthode public fonction qu'on appellerait par exemple, je sais pas moi, test, d'accord? L'overloading, c'est le fait de déclarer plusieurs fois la même méthode avec le même nom de signature, mais en mettant des arguments différents à l'intérieur. Donc là, on a deux méthodes qui ont été déclarées, une qui s'appelle test et une autre qui s'appelle test, mais qui attend des arguments différents. Ça, c'est du polymorphisme, c'est de la surcharge. Sauf qu'ici, on ne parle pas d'overwriting parce qu'on ne redéfinit pas la définition de cette méthode-là, mais c'est de l'overloading puisqu'on la duplique, mais on dit qu'on attend des arguments différents. En PHP, la notion d'overloading n'existe pas, enfin, entre guillemets. On ne peut pas le faire avec nos propres méthodes. En revanche, je vous ai préparé un petit exemple. On a une notion, je vais quand même ouvrir PHP pour que ça fonctionne. On a une notion d'overloading, mais avec des méthodes qui sont prédéfinies en PHP. Laissez-moi plutôt vous les présenter. Alors elles ne sont pas hyper importantes, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément les écrire ensemble, mais n'hésitez pas à récupérer ce petit morceau de code lié à cette vidéo, si jamais vous en avez besoin. On a ce qu'on appelle des méthodes magiques qui vont être appelées automatiquement lorsqu'on va avoir certains scénarios. Par exemple, on va avoir une méthode magique $get qui sera appelée pour lire des propriétés qui ne sont pas définies. Si on cherche à récupérer une propriété qui n'existe pas dans notre objet, eh bien cette méthode-là sera appelée automatiquement. On aura la méthode $set qui sera appelée si on cherche à définir des propriétés qui ne sont pas définies, si on cherche à citer des valeurs dans des propriétés qui n'existent pas. On a également une méthode magique appelée isSet qui sera appelée pour des propriétés qui ne sont pas définies, quand on veut vérifier une propriété qui n'existe pas. On va avoir également des méthodes unset après inset, donc c'est la méthode unset, qui est une méthode magique qui va être appelée lorsqu'on souhaite supprimer des propriétés qui n'existent pas. Enfin, on va avoir une méthode magique qui s'appelle _call, qui sera appelée automatiquement lors de l'appel à des méthodes non définies. Si j'appelle une méthode qui n'existe pas dans mon objet, eh bien cette méthode-là, $call, sera appelée automatiquement. Et on a la même chose pour les méthodes statiques. Maintenant, normalement, à ce stade-là, vous savez ce que c'est que les méthodes statiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces méthodes-là qui sont appelées en parallèle, en arrière-plan, lorsqu'on arrive sur ces scénarios-là? Eh bien, c'est par exemple pour gérer des cas d'erreur ou alors des cas d'exception, quand on veut renvoyer une exception par rapport à une méthode qu'on a appelée qui n'existerait pas. En revanche, comme je vous l'ai dit précédemment, en PHP, c'est pas comme en Java, on ne peut pas définir plusieurs fois la même méthode avec des arguments différents. On aura une erreur. Encore une fois, en Java, ça aurait été possible. En PHP, la seule façon de faire de l'overloading, eh bien, c'est d'utiliser ces méthodes-là qui sont prédéfinies, que l'on appelle méthodes magiques. En revanche, maintenant, eh bien, vous avez appris un nouveau terme, c'est le terme de polymorphisme, qui est un des piliers de la programmation, notamment avec les notions d'overloading
et d'overwriting, qui correspond à la surcharge de méthode que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu pas mal de piliers liés à la PO en PHP. Déjà, on a vu l'héritage. On a vu également l'encapsulation. On a vu également le polymorphisme. Il nous reste maintenant un pilier très important lié à la PO que l'on appelle l'abstraction. Et on va voir ça tout de suite. Alors, en quoi cela consiste l'abstraction? Eh bien déjà, cela passe par la création de classes abstraites. Alors, on va créer une classe abstraite et essayer de comprendre à quoi ça sert de le faire. Pour créer une classe abstraite, vous allez devoir créer une classe, par exemple, on va l'appeler player, et préfixer la classe par le terme abstract. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une classe est abstract? Eh bien, lorsque je vais avoir une classe abstract, déjà, la première caractéristique, c'est que votre classe, je ne pourrai plus l'instancier. Je ne pourrai pas créer d'objet à partir de cette classe-là. Donc là, player, si je m'amusais par exemple à faire $player égale new player, je vais avoir une erreur. Cannot instantiate abstract class player. Donc je ne peux pas instancier une classe de type player puisqu'elle est abstract. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que du coup je vais créer une classe abstracte si je ne peux pas l'instancier? Eh bien c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette partie. Dans une classe abstracte, on peut avoir des méthodes tout à fait normales. Déjà par exemple, je peux avoir un constructeur. Public function construct. Donc je peux avoir déjà une méthode publique. Je peux également avoir une méthode lambda, comme par exemple créer une fonction qui va permettre au joueur de se connecter. Je vais l'appeler connect, comme ceci, avec un, je sais pas moi, un petit écho qui dit connecting. Mais dans une classe abstracte, en plus de vouloir avoir la faculté de ne pas pouvoir l'instancier, eh bien en général on va avoir des méthodes abstractes, des méthodes abstraites. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir une méthode abstracte et comment est-ce que ça se déclare? Tout simplement avec le mot-clé abstract. Ici on va mettre public function, donc c'est classique, on a juste préfixé la méthode par abstract. Et ici on va mettre par exemple be of age pour être mineur. Vous allez voir qu'ici ça me fait une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque je crée une méthode abstracte, eh bien je ne fais que la déclarer, c'est seulement de la définition de méthode. Je ne peux pas mettre de logique à l'intérieur. Donc impossible d'ouvrir les accolades. Je vais simplement la déclarer. Alors pourquoi est-ce que ça serait intéressant de créer une classe player abstraite avec une méthode abstraite be of age? Eh bien imaginons qu'on voulait créer des joueurs par exemple en ligne américains et des joueurs français. Là, ce qu'on voudrait créer, c'est créer des objets de joueurs français et des objets de joueurs américains. Et donc, aucun intérêt de créer un simple player. Mais alors, pourquoi est-ce que je vais mettre une méthode abstraite? Eh bien, vous l'avez compris, parce que pour se connecter, eh bien, peut-être que je vais avoir besoin de savoir déjà si j'ai l'âge de me connecter. Le truc, c'est que avoir l'âge de se connecter, c'est-à-dire être majeur aux États-Unis et être majeur en France, eh bien, ça n'a pas la même valeur. En France, il faut avoir 18 ans, et aux États-Unis, il faut avoir 21 ans. Donc là, la définition en fait de cette méthode, le calcul de l'âge majeur, de la majorité, n'est pas le même d'un joueur à un autre. Et c'est là que ça va être intéressant. Regardez, on va créer une classe qu'on va appeler par exemple, je ne sais pas moi, French Player. Je vais venir ici, je vais faire French Player, comme ceci. Je vais faire un extend de player, parce qu'un joueur français pourra se connecter également. Et regardez ce que ça me dit ici, ça me dit, vous avez fait un extend, vous avez hérité de la classe player, mais vous n'avez pas implémenté les méthodes abstractes de la classe player. Et c'est là que c'est intéressant. À la différence de ce qu'on avait vu un petit peu avant, lorsqu'on faisait hériter certaines classes, ici on a une sorte de contrat, puisque French Player a hérité d'une classe abstraite, dans laquelle on a des méthodes abstraites. Lorsque une classe fille hérite d'une classe parent qui est abstraite et qui a des méthodes abstraites à l'intérieur, eh bien elle a l'obligation de déclarer, de définir la méthode abstraite de la classe parent. Ce qui veut dire qu'ici, si je ne veux pas avoir d'erreur, je vais devoir faire public function et définir be of age, comme ceci. Et moi, ce que je vais dire, c'est que quand je suis un joueur français,
être majeur, c'est avoir 18 ans. Si maintenant je m'amusais à créer un joueur américain, je pourrais créer une classe que je vais appeler par exemple American Player, comme ceci. Sauf qu'ici, être majeur, eh bien, c'est avoir 21 ans. Et là, c'est intéressant. En fait, les classes abstraites, déjà, elles ne peuvent pas être instanciées. Elles peuvent avoir tout à fait des membres normaux, même des membres statiques. En revanche, pour avoir des méthodes abstraites, la classe devra être abstraite. Et le fait d'être abstraite, eh bien, quiconque héritera de player devra définir les méthodes abstraites à l'intérieur. Et ça peut être pas mal, parce que finalement, un joueur américain et français, pour jouer, ils vont se connecter. Par contre, le contrôle qu'il va y avoir au niveau de la majorité ne sera pas le même en fonction de la classe dans laquelle je me trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rendu player abstrait, parce que nous, on a intérêt à créer des joueurs français et américains, pas des joueurs qui n'ont pas de nationalité. Mais en plus, pour se connecter, donc pour hériter de cette méthode-là, eh bien, être majeur, ça n'aura pas la même signification pour un joueur français qu'un joueur américain. Je pourrais donc compléter un petit peu mon exemple, et ici dans Connect, dans la méthode, dans la classe Player, je vais mettre un petit écho qui dira You must be, là je vais préciser la majorité, years old to get connected. Do you confirm your majority? Donc j'ai dit ici, vous devez avoir X années pour se connecter. Est-ce que vous confirmez votre majorité? Vous allez voir que maintenant, si je m'amuse à venir en bas et à créer, par exemple, un French player, et que je fais ici New French player, si je crée un US player, et qu'ici je mets US player, eh bien vous allez voir que si je m'amuse à connecter le joueur français, et que je m'amuse à connecter le joueur américain, on va avoir des choses différentes qui s'affichent à l'écran. Et regardez ce qui se passe. You must be 18 years old to get connected. Donc ça, c'est pour le joueur français. Alors, on a une petite erreur ici pour le US player. C'est parce que moi, je l'ai appelé American player. On va recharger. On va peut-être mettre des petits BR pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Je recharge et je vois qu'ici, le joueur français s'est connecté. Il doit confirmer qu'il a bien 18 ans. Et ici, le joueur américain, pour se connecter, doit confirmer qu'il a 21 ans. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que dans les vidéos précédentes, on a parlé de surcharge, mais la surcharge, c'est un choix, ce n'est pas obligatoire. D'accord? On peut hériter d'une classe mère et ne pas forcément recharger ses méthodes. En revanche, si vous héritez d'une classe abstraite et que dans la classe parent abstraite, il y a des méthodes abstraites, eh bien, en tant qu'enfant, en tant que classe fille, vous aurez l'obligation de définir ces méthodes. Et ça peut être intéressant lorsque on hérite d'une classe, mais qu'on a des comportements et des règles différentes suivant les classes filles. Faisons donc un petit rappel de l'abstraction en PHP, objet en PHP. Une classe abstraite n'est pas instanciable. Les méthodes abstraites n'ont pas de logique. Quand on hérite de classes abstraites, on doit obligatoirement définir les méthodes abstraites à l'intérieur. Pour avoir des méthodes abstraites dans une classe, la classe doit elle aussi être abstraite. Et une classe abstraite peut tout à fait avoir des membres, des méthodes, des propriétés normales. En revanche, une classe abstraite est utile lorsque on veut définir des points communs pour des classes enfants, mais que certaines définitions de méthodes ne seront pas les mêmes dans tous les enfants, et que l'on souhaite garantir la définition de ces méthodes. Dans cette partie, nous allons maintenant parler de finalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la finalisation en PHP et en programmation orientée objet? Eh bien, une classe dit final ne pourra tout simplement pas être héritée. En revanche, une méthode dite final eh bien, sera une méthode qui ne pourra pas être surchargée ni redéfinie. Alors, par exemple, on va créer une classe qu'on va appeler application, comme ceci. Et je vais créer à l'intérieur une public function que je vais appeler lancement application, comme ceci. Et on fera un petit écho qui dira application is running. Donc là, le fait que j'ai créé cette classe-là en tant que final, eh bien, elle ne pourra tout simplement pas être héritée. En revanche, si je crée une autre classe
que je ne la rends pas final, mais que j'ai une méthode final, eh bien cette méthode-là, cette méthode finale, est une méthode qui ne pourra pas être surchargée ni redéfinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'amuse à créer une autre classe, par exemple application 3, qui fait un extend de application 2, eh bien si je m'amuse à redéfinir la méthode lancement application, et qu'ici je mets une another action, eh bien je vais tout simplement avoir une erreur, car les méthodes finales ne peuvent pas être surchargées et redéfinies. Je recharge. Cannot override final methods. Donc là, c'est un petit peu l'inverse de la surcharge. Quand vous avez une classe mère et que vous savez qu'elle va être héritée par des classes filles, eh bien si vous voulez vous assurer que les classes filles ne puissent pas la surcharger, vous allez rendre votre méthode final. Petite conclusion donc sur la finalisation en PHP orienté objet. Une classe final ne peut pas être héritée. Une classe final peut cependant être instanciée. Une méthode final peut être présente dans une classe normale. Une méthode final permet d'éviter qu'elle soit redéfinie ou surchargée dans une classe enfant. Mais alors, pourquoi finalement créer une classe final, méthode final? Assez simple à comprendre, mais pourquoi est-ce que cette classe serait final? Eh bien, lorsque vous définissez une classe final, en fait, cela vous sert à empêcher la modification du comportement de la classe par héritage. En général, vous le faites lorsque vous souhaitez garantir que la classe reste inchangée et conforme à sa conception initiale. Petite question les amis. Dans les vidéos précédentes, on a parlé un petit peu d'héritage entre les classes. Mais à votre avis en PHP, est-ce qu'on peut hériter de plusieurs classes? Eh bien la réponse, c'est non. On ne peut pas hériter de plusieurs classes. Alors pourquoi? Eh bien parce que cela pourrait créer des problèmes et créer de l'ambiguïté, surtout si vous héritez de classes qui ont des méthodes au nom de classes ou de méthodes identiques. Ça pourrait créer pas mal de conflits. Et on pourrait se retrouver avec des classes très complexes si on héritait de 10 classes. Donc dans un langage comme PHP où l'héritage est simple, comment est-ce que l'on fait quand on veut un petit peu customiser nos classes sans forcément modifier le comportement des classes? Eh bien pour cela, on a une petite botte secrète, on appelle ça les traits. Les traits en PHP sont un mécanisme qui va permettre de réutiliser le code dans des langages comme PHP où l'héritage ne supporte pas l'héritage multiple. Ils vont permettre en fait aux développeurs d'inclure des méthodes dans plusieurs classes sans avoir besoin à recourir à l'héritage. D'ailleurs, il y a plusieurs intérêts à faire ça. Déjà, vous allez pouvoir réutiliser le code plus facilement. Votre code va être plus flexible parce qu'il va vous permettre d'ajouter ou de retirer des comportements spécifiques aux classes sans modifier l'héritage et la hiérarchie d'héritage. Au niveau de l'héritage, l'utilisation des traits va encourager la composition plutôt que l'héritage, ce qui signifie que vous allez construire des classes en composant leur comportement à partir de petits blocs, de traits, plutôt que de les étendre à des classes avec des classes parents. Donc ça va nous conduire en général à une architecture qui va être plus modulaire, plus souple et plus simple. Les traits ils vont également vous permettre de résoudre les conflits de noms de méthodes. C'est un petit peu ce que je vous disais un petit peu avant. Si deux traits insérés dans une classe contiennent des méthodes de même nom, PHP permettra de résoudre ça explicitement le conflit en choisissant quelle méthode utiliser ou non, tout simplement en renommant l'une des méthodes. Tout ça, ça va vous permettre beaucoup de choses. Déjà, c'est une bonne alternative à l'héritage multiple. Ça va améliorer un petit peu la cohésion de votre code. En résumé, les traits vous offriront une méthode puissante et flexible pour réutiliser le code en nous permettant, nous développeurs, de créer des applications plus modulaires, plus maintenables et surtout évolutives. En revanche, comme tout outil puissant, vous l'avez bien compris, ils devront être utilisés avec discernement pour éviter les complications et surtout maintenir la clarté du code. Bon, on arrête le blabla. Comment est-ce que l'on met ça en place? Eh bien, imaginez qu'on avait par exemple un trait que je vais appeler tOrders. Vous voyez, ça se présente un petit peu comme une classe, mais ce n'en est pas une. Dedans, je pourrais avoir une propriété que je vais appeler orders. Ensuite, je pourrais avoir un autre trait que je vais appeler tCart. Et ici, je vais avoir par exemple tCard.
product. Donc les traits se comportent un petit peu comme des classes, sauf qu'évidemment, ce ne sont pas des classes. Ce sont en fait des petits morceaux de code dans lesquels on va pouvoir mettre des propriétés et des méthodes un peu comme les classes. Et on va pouvoir les utiliser comme bon nous semble, un petit peu comme si on voulait faire de l'héritage multiple, sauf que cela n'en est pas vraiment. Par exemple, si tcart, vous voulez utiliser ici la propriété orders, eh bien j'aurais juste à faire use t orders comme ceci. Ici, je pourrais dire que, par exemple, j'ai un produit dans mon panier, et je pourrais avoir une méthode publique qui s'appellera showProducts, par exemple, et qui m'affichera tout simplement les produits. Showing products in cart. Ensuite, je pourrais avoir, par exemple, tMember. Alors, vous avez vu que, par convention, on met toujours un petit t avant le nom du trait. Et ce que je pourrais faire ici dans tMember, c'est avoir une méthode, par exemple, qui afficherait les membres. Show members, comme ceci. Et là, je ferai juste showing members. Et imaginons qu'un site, eh bien, c'était des membres, un panier et des commandes. Eh bien, je pourrais créer une classe que je vais appeler site et qui utiliserait tout simplement mes traits en faisant use tMember et tPanier. Moi, je l'ai appelé carte. Hop, comme ceci. L'héritage en programmation orientée objet va présenter un petit problème. Et ce petit problème, on appelle ça le couplage de classes. Alors, qu'est-ce que c'est que le couplage de classes? Pour cela, mettons-nous en situation. On va créer par exemple une classe A, voilà, classique, rien de très compliqué, avec un petit constructeur, public function, construct, comme ceci. Ici, on pourrait attendre un argument 1, un argument 2 par exemple. Super. Et je vais avoir une petite méthode également, classique, que je vais appeler sayHello, qui dira hello. Voilà, rien de très compliqué. Imaginons maintenant une classe B, et imaginez que la classe B, pour fonctionner, elle avait besoin d'instancier un objet de type A. Et bien là, on aurait un lien très fort entre la classe B et la classe A, et ce lien très fort, on appelle ça du couplage de classes. Alors, est-ce que c'est positif ou pas? Eh bien, c'est plutôt négatif. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir de liens forts entre vos classes, et plus vos classes vont dépendre les unes des autres. Ce qui veut dire que si je m'amuse à instancier un objet de type A dans la classe B, si demain je modifie ma classe A, ça va avoir des conséquences sur la classe B et d'ailleurs sur toutes les classes qui vont être fortement liées à la classe A. Et ça, c'est mauvais pour la maintenabilité du code. Alors, je m'explique. Imaginez que pour fonctionner, eh bien, la classe A, elle avait besoin d'une propriété privée ou publique, d'accord, qui serait, je sais pas, mon instance de A, par exemple, comme ceci. Qu'ici, j'avais un constructeur, public function, et que lorsque j'instancie une classe B, moi, j'avais besoin d'instancier, via ma propriété, mon instance de A, une instance de A. Donc ça, c'est une très mauvaise pratique. Là, il me dit quoi? Il me dit missing argument. Alors, c'est parce que moi, en fait, dans A, j'avais dit que j'avais des arguments. Bon, on pourrait les mettre si vous voulez, arg1 et arg2. Donc ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que si demain, ici, par exemple, je décidais d'ajouter un argument, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Ça va casser ma classe B. Parce qu'il va me dire, j'attends un troisième argument. Donc on voit bien qu'on ne peut pas avancer comme ça. Là, on a un petit fichier PHP, mais dans une application réelle, on aurait des dizaines, voire des centaines de classes PHP. On ne pourrait pas travailler comme ça. Là, on n'a que classe B qui dépend un petit peu de classe A, mais imaginez que j'avais 15 classes qui dépendaient de A, pardon. Je devrais avoir à modifier les 15 classes. Et ça, c'est pas maintenable. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour justement limiter ce couplage de classes et ces dépendances, ces liens trop forts entre nos classes? Eh bien, pour ça, on pourrait d'abord penser à utiliser de l'injection de dépendance, qui est un design pattern qu'on verra peut-être quand on fera du modèle MVC ou quand on ira un petit peu plus loin en PHP
orienté objet, ou d'ailleurs avec Symfony, que je vous invite à aller voir, c'est une formation qu'on a fait sur notre chaîne. Mais on a également une autre solution, et cette solution, ce sont les interfaces. Alors continuons un petit peu cet exemple, et on va évidemment développer ce que sont les interfaces après. Ici, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'instancier mon instance de A, ma classe A? Parce que peut-être que j'aurai une petite méthode interne, public function, que je vais appeler call say hello, comme ceci, qui va avoir besoin d'une instance de A pour appeler la méthode say hello, tout simplement. Donc évidemment, ce code-là, si jamais on le teste, vous allez voir qu'il va fonctionner. Je vais venir ici. Donc moi, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ça aurait dû fonctionner. On va réessayer. Alors ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas créé d'objet de type A, évidemment. De type B, pardon. Donc je vais faire $B, je vais faire new B. Et vous allez voir que si je viens ici et que je fais call say hello, vous allez voir que la méthode de la classe A, elle va être appelée. Donc ce code, il fonctionne. C'est pas qu'il n'est pas fonctionnel, c'est qu'il est très dangereux et que c'est une mauvaise pratique parce qu'on va forcément avoir des régressions de code. Donc je le disais, pour éviter ce lien trop fort entre nos classes, on va avoir ce que l'on appelle des interfaces. Les interfaces vont être des intermédiaires qui vont nous permettre de nous assurer que les méthodes que l'on veut utiliser sont bien définies dans nos classes. Là, je sais que c'est très abstrait, alors pour vous expliquer un petit peu ce que sont les interfaces, comment elles fonctionnent et leur intérêt, mettons-nous en situation. Alors, comment est-ce que je fais pour créer une fameuse interface et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, accrochez-vous car c'est une notion qui est assez complexe à comprendre. Les interfaces n'ont ni données ni logique. Waouh, à quoi elles servent? Eh bien, en plus, une interface n'est pas instanciable, une interface n'est pas héritable, on peut simplement l'implémenter. Mais alors pourquoi créer une sorte de classe d'interface si elle ne peut pas avoir de données ni de logique, qu'on ne peut pas l'instancier et qu'on ne peut pas l'hériter? Eh bien, les interfaces sont des sortes de contrats qui vont définir ce qui doit être fait. Les classes, elles, en l'implémentant, vont définir comment est-ce qu'on va le faire. Imaginez par exemple que nous avions une interface que l'on va appeler movement, comme ceci. Eh bien, dans une interface, on va avoir que de la déclaration de méthode, un petit peu comme les méthodes abstraites. Ici, je vais définir une méthode que je vais appeler move, comme ceci. Attention, encore une fois, pas de données et pas de logique. Souvent, on parle de behaviors, en anglais pour tout ce qui est logique, et de state pour tout ce qui est données. Donc on dit que dans une interface, j'ai ni state ni behaviors, c'est-à-dire pas de données ni de logique. Alors pourquoi est-ce que je vais la créer cette interface? Eh bien, imaginez que par exemple, on avait une classe bateau qui implémentait l'interface movement. Eh bien ça, ce serait la garantie que la classe boat doit définir, donc doit dire comment est-ce que le bateau doit bouger. Encore une fois, ici, on a le quoi, et ici, dans boat, on aura le comment. Donc les interfaces sont des contrats qui vont nous forcer à déclarer certaines méthodes à l'intérieur des classes qui l'implémenteront. Ici, je vais faire public function, je vais faire move, comme ceci, et je vais faire I am going forward in the sea. Pourquoi pas? On met n'importe quoi, c'est pas grave. Donc ici, j'ai une classe boat qui a implémenté movement et qui a dû définir comment est-ce qu'on bouge lorsque l'on est un bateau. Évidemment, je pourrais avoir une classe, par exemple, avion, que je vais appeler plane, et qui dira I am navigating in the sky, comme ceci. Les interfaces, elles vont permettre de réduire le couplage de classes en utilisant justement ces interfaces. Une interface, c'est une liste de méthodes, un contrat qui permet de garantir que toutes les classes qu'il implémente devront définir les méthodes déclarées à l'intérieur. Elles vont permettre de fixer les normes d'un projet, elles vont permettre une meilleure conceptualisation du projet, et toutes les méthodes évidemment à l'intérieur, pour pouvoir être définies et appelées, devront être publiques.
Encore une fois, une interface n'est pas instanciable, n'a pas de propriété et n'a pas de logique. Mais en quoi les interfaces vont-elles réduire le couplage de classes entre nos classes? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans un instant. Pour comprendre la problématique du couplage de classes et en quoi les interfaces vont être une solution, eh bien, je vous propose une mise en situation. Imaginez qu'on voulait réaliser une application d'expertise comptable qui souhaitait calculer, je ne sais pas moi, les taxes sur une année civile, 2023, 2024, 2022, peu importe. Et qu'on voulait également, par exemple, faire un rapport du calcul des taxes pour l'année comptable en cours. Alors pour ça, on pourrait avoir, par exemple, vous allez créer une nouvelle classe, on pourrait avoir une classe qu'on va appeler taxCalculator 2023.php. Donc ça va être pour l'année 2023. On pourrait avoir la même chose pour l'année 2024, par exemple. Et je vais avoir une classe qui va se charger de me faire des reporting, peut-être de sauvegarder les données, je ne sais pas moi, en BDD ou dans un fichier Excel, peu importe. Moi, cette classe, je vais l'appeler taxReport.php. Alors évidemment, je vais vous montrer la problématique sans interface et la solution avec interface. Dans taxCalculator, je vais ouvrir PHP évidemment. Je vais avoir une classe que je vais appeler taxCalculator 2023. Ici, je vais avoir peut-être un income, un revenu imposable, que moi je vais appeler taxable income, comme ceci. Je vais avoir un constructeur, public function, construct, qui va attendre un revenu imposable et qui va le setter. Je vais faire $this, taxable income, $taxable income. Puis je vais avoir une méthode que je vais appeler public function, que je vais appeler calcul tax, comme ceci, qui me retournera $this, taxable income, multiplié par exemple, l'impôt que je devrais payer, peut-être la TVA, le taux de TVA pour l'année 2023. Alors imaginons qu'on avait 20% d'impôt de TVA à payer sur 2023. Donc le calcul des taxes pour 2023, ce serait celui-ci. Pour 2024, imaginons qu'ils avaient changé les règles. Je vais faire un copier-coller. Ici, c'est taxe calculator 2024. Et qu'ils ont augmenté les impôts. Et finalement, ici, c'est 30%. Ok, super. Bon, déjà, on pourrait faire une petite remarque ici, c'est qu'on a fait de la duplication de code. Donc peut-être qu'on pourrait voir le code un petit peu différemment, avec de l'héritage, par exemple. Mais ici, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème va se trouver dans Tax Report. Pourquoi? Parce que Tax Report, pour pouvoir faire un rapport, va avoir besoin d'une classe qui fait un calcul. Donc ici, je vais devoir ouvrir PHP, je vais créer ma petite classe, je vais l'appeler du coup Tax Report, il me le proposait, super. Et moi ici, ce que je vais avoir besoin, c'est justement d'une classe calculator. Donc moi, je vais l'appeler classe calculator. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vouloir faire un rapport, eh bien, la première chose que je vais faire, pour pouvoir faire mon rapport, je vais devoir instancier, ici, une classe de type, par exemple, taxCalculator 2023. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin d'appeler sa méthode de calcul pour faire mon rapport et faire un écho, afficher les résultats à l'écran, ou alors les sauvegarder en BDD ou les sauvegarder dans un fichier Excel. Ce qui veut dire qu'ici, je vais devoir faire $this, classe calculator est égal à ce que je vais avoir en argument. Et là, on a un gros souci, parce qu'on a du couplage de classes. On a un lien trop fort entre taxCalculator 2023 et Tax Report. En plus, Tax Report est censé me faire un rapport pour n'importe quelle année comptable. Ici, Tax Report ne va fonctionner qu'avec taxCalculator 2023. Et ça, c'est plutôt dangereux. En plus, si demain je modifie par exemple la méthode de calcul dans taxCalculator 2023, ça va avoir un impact encore une fois sur ma classe taxReport. Alors pourquoi est-ce que je vais avoir besoin ici d'une instance de taxCalculator? Parce que j'aurai très certainement une petite méthode que je vais appeler public function showReport, qui ici soit me mettrait ça dans un fichier Excel, soit en BDD, soit me l'affichera à l'écran. Moi, je vais vouloir l'afficher à l'écran. Et pour cela, je vais devoir récupérer ma classe calculator pour appeler la méthode calcul tax.
comme ceci. Mais encore une fois, ici, on a pas mal de petits problèmes. Déjà, Tax Calculator dépend beaucoup trop de Tax Calculator 2023. Si demain, je modifie Tax Calculator 2023, je vais avoir des régressions dans Tax Report. En plus, si j'ai envie de faire un rapport pour 2024, 2022 ou 2019, ce ne sera pas possible. Je serai obligé de créer encore une autre classe Tax Report en fait, pour chaque année. Et ça, c'est pas jouable. Surtout si on a récupéré la compta d'une entreprise qui a 40 ans. On ne va pas créer 40 classes Tax Report et 40 classes Tax Calculator. D'accord? Ce ne serait pas cohérent. En plus, si demain, je veux modifier les arguments dans Calcul Tax, forcément, je vais avoir des régressions ici, puisque ici, j'en mets pas. Sauf que si demain, ici, je décide qu'en fait, il en faut un, je vais avoir un souci. D'accord? Je vais avoir une régression de code juste ici. Et mon code, il va péter. Bon, moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire, même si là, il m'a bien indiqué l'erreur. Mais vous avez compris l'idée. Donc ici, on a bien vu que le couplage de classes est beaucoup trop fort. Donc la solution pour éviter ce genre de situation, c'est les interfaces. Alors je me doute qu'à ce stade de la vidéo, vous ne savez pas forcément comment faire, mais je vous rassure, on voit ça tout de suite. La solution dans un premier temps, va être de créer une interface. Vous allez donc créer un nouveau fichier, et par convention, en général, les interfaces, on met un I majuscule avant. Moi, je vais l'appeler iTax Calculator, comme ceci, .php. Dans cette interface, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoute, moi j'aimerais bien que les classes qui implémentent iTax Calculator me définissent une méthode qui va s'appeler Calcul Tax. Ça tombe bien, on l'a déjà fait dans nos classes Tax Calculator 2023 et 2024. Donc ici, je vais faire public function calcul tax. Donc la première chose que je vais devoir faire, évidemment, c'est aller dans Tax Calculator 2023, faire implement de iTax Calculator. Je vais faire évidemment la même chose pour Tax Calculator 2024. Et maintenant, la modification, je vais pouvoir la faire dans Tax Report. Hop, je vais réduire un petit peu tout ça. Et ce que je vais vouloir dire en fait ici, c'est que plutôt que d'attendre en argument un argument de type Tax Calculator 2023, moi ce que je vais attendre, c'est une classe qui devra implémenter mon interface iTax Calculator. Pourquoi? Parce que si je reçois ici en argument une classe qui implémente cette interface, ce sera la garantie d'avoir une classe qui implémente et définit un calcul de taxe. Et c'est exactement ça qui va m'intéresser. Moi ici, je me fiche de savoir quelle classe je reçois. Je veux juste m'assurer qu'elle a bien défini à l'intérieur comment est-ce qu'on procède pour son calcul de taxe. Et donc pour cela, plutôt que d'avoir ici Tax Calculator 2023, ce que je vais pouvoir avoir, c'est iTax Calculator comme ceci. Et ici, je vais pouvoir simplement mettre, par exemple, Tax Calculator. Ça m'ira très bien. Du coup, je vais modifier un petit peu le code ici. Et vous allez voir qu'en ayant modifié ça, le code va fonctionner. Ici, dans Tax Report, je n'ai plus de lien fort, je n'ai plus de couplage de classe avec Tax Calculator. Ce qui veut dire que là, en argument dans le constructeur de Tax Report, j'aurais pu passer autant cette classe-là que celle-ci, que celle de 2018 ou même 1995. On s'en fout parce qu'on sait que ces deux classes-là implémentent l'interface iTax Calculator, donc elles ont forcément défini comment est-ce qu'on faisait pour calculer la taxe. Lui, il l'a fait via cette méthode-là, et lui, il l'a fait via cette méthode-là. Donc moi, dans mon report, je n'ai plus de lien fort entre Tax Report et une autre classe, puisque tout ce que je dis, c'est que pour pouvoir créer un reporting, moi, j'ai besoin de passer à mon report une classe qui implémentera iTax Calculator. Puisque plus tard, quand je vais créer mon reporting et que je voudrais montrer les résultats, j'aurai la garantie que Calcul Tax existera bien dans la classe que je passerai ici en paramètre, en argument de mon constructeur. Ce qui serait super maintenant, c'est de faire fonctionner ce code. Pour ça, on va retourner sur index.php et on va devoir déjà créer un calcul de taxe. Moi, je vais calculer pour 2023, comme ceci. Donc je vais faire new tax calculator
2023 et lui passer un montant imposable, taxable income. Je vais mettre par exemple 20 000 euros. Ensuite, je vais pouvoir créer un reporting. Donc je vais faire New Tax Report et je vais lui passer en argument dans son constructeur une classe qui devra implémenter eTax Calculator. Moi, je vais lui passer l'instance de ma classe Tax Calculator 2023. Je lui passe en paramètre. Maintenant que dans mon reporting, j'ai ma classe et mon objet qui est responsable du calcul de la taxe, eh bien je suis capable de le récupérer et d'appeler la méthode showReport qui appellera la méthode calculTax dans Tax Calculator 2023. Alors, est-ce que ça fonctionne tout ça? Déjà, si on lance le code, on va avoir un petit problème, c'est qu'on n'a fait aucun import. Donc, on n'a pas accès, par exemple, à la classe Tax Calculator 2023. Donc, pour que ça fonctionne, dans un premier temps, vous allez devoir faire un require once des classes qui vous intéressent. Moi, les classes qui m'intéressent, c'est Tax Calculator 2023, dans le dossier dans lequel je suis. .php. J'ai également besoin de Tax Report, donc je vais tout simplement l'appeler. On va relancer. Et maintenant, j'ai besoin de eTax Calculator. Alors, où est-ce que j'en ai besoin de eTax Calculator? J'en ai besoin, tout simplement, dans Tax Calculator 2023. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller dans Tax Calculator 2023 et je pourrais ici faire un require once. Plus tard, on verra comment gérer ça de manière un peu plus simple. Je vais venir ici, je vais faire un require once dans le dossier actuel de l'interface. Et on n'oublie pas l'extension. Je reviens ici, je relance, et je vois bien que j'ai dû payer une taxe de 4000. Oups, voilà. Alors, est-ce que c'est cohérent? On avait un revenu imposable de 20 000 euros, et j'ai fait fois 0,20, ce qui fait bien 4000. Pourquoi 0,20? Parce que dans Tax Calculator, le calcul de la taxe, c'était bien 20%. Donc on voit bien que le code ici, il fonctionne parfaitement. Si maintenant je voulais m'amuser à faire la même chose pour l'année 2024, je pourrais copier-coller tout ça. Ici, ce serait 2024. Mon reporting, ce serait le deuxième. Je vais le renommer. Et ici, je mets 40 000. On va voir un petit peu si ça fonctionne. Je recharge. Là, on a encore un petit problème, c'est qu'on n'a pas importé Tax Calculator 2024. Je vais devoir faire l'import comme ceci. Et je vais également devoir importer l'interface dans la classe Tax Calculator, évidemment, puisque je l'implémente, donc j'en ai besoin. Je reviens ici, je recharge, et il me dit 12 000. Alors vérifions si les résultats sont bons. Je reviens ici, j'ai dit que j'avais 40 000 d'imposables. On va mettre 40 000 fois, et j'avais mis 30%. Et je vois bien que ça fait bien 12 000. Donc voilà à quoi servent les interfaces. En plus d'être des contrats qui vont obliger les classes qui les implémentent à définir les méthodes à l'intérieur, elles vont également nous permettre de réduire le couplage de classes, comme on l'a fait dans cet exemple. Donc attention, c'est une notion qui est assez peu expliquée sur Internet ou en entreprise, mais c'est une notion qui est primordiale pour pouvoir développer des applications maintenables dans le temps et éviter ce que l'on appelle les fameuses régressions de code.